Alors, bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouveau module des rencontres du développement dans le cadre des championnats de France 10-18 mai 2025 de Châteauroux. On est réunis ce matin pour aborder la question des dirigeants, de la vie statutaire et quelque chose qui nous tient à cœur dans la volonté de structuration de la fédération, c'est l'idée du projet associatif sur lequel on va essayer de préciser et de vulgariser un petit peu les choses pour que ce soit une nouvelle donnée accessible pour les clubs et ce, peu importe la taille de l'association et peu importe son ressort territorial. Donc, pour m'accompagner, nous avons le plaisir d'avoir le trésorier général de la fédération, Monsieur Guy Schletus, et le secrétaire général adjoint de la fédération, Monsieur Franck Kiefer, qui vont pouvoir nous partager leur expérience de terrain, leur expérience d'élu fédéral, mais aussi d'élu local, avec leurs différentes expériences, que ce soit au niveau de ligue ou au niveau de club. Et on va essayer de fonctionner d'une manière où on va vous présenter pendant, je pense, environ 45 minutes les informations qui nous semblent intéressantes de vous dispenser. Et on sera évidemment ensuite là pour échanger avec vous, répondre à vos interrogations, vous donner des précisions sur des thématiques ou un vocabulaire qui des fois peut être un peu complexe ou méconnu. Donc on va être là pour vous accompagner et on sera là pour vous aider dans cette démarche. L'objectif étant de commencer. On sait que c'est une démarche qui va pas se faire du jour au lendemain, mais il nous semble important, sur un projet à moyen terme de 4 ans, de pouvoir commencer à sensibiliser nos clubs à se mettre dans ce qui est aujourd'hui le sport en France, c'est-à-dire pas forcément des associations qui sont ancrées seules dans leur territoire et laissées à leur seul fonctionnement, mais un vrai fonctionnement de ruissellement, d'accompagnement et de structuration dans lequel que ce soit au niveau fédéral, mais aussi au niveau local, on peut travailler ensemble et s'entraider pour avoir une vraie cohésion dans la politique sportive que mène la fédération. Donc, je vais vous partager mon écran pour qu'on commence la présentation. Je vous rappelle que l'enregistrement, en tout cas la visioconférence est enregistrée, elle sera disponible à la revision dans les prochains jours et que si vous ne souhaitez pas apparaître dans cette visioconférence, on vous demandera du coup de la quitter. Mais voilà. Les contenus qui seront projetés aussi lors de cette présentation seront disponibles. Donc ne vous inquiétez pas, vous pourrez le retrouver tout au long de l'année sur nos plateformes en suivant. Donc on va commencer. Il nous semble intéressant d'abord de faire un petit point un petit peu contextuel ou en tout cas un rappel. Alors peut-être que pour nombre d'entre vous, pardon, c'est des choses qui vous semblent un petit peu logiques et connues, mais ça coûte rien de toujours de faire un petit rappel sur qu'est-ce qu'une association, comment elle fonctionne et quels sont les devoirs du dirigeant, que ce soit en termes de fonctionnement ou de responsabilité. Donc, le point en tout cas le plus important, en tout cas central d'un fonctionnement associatif, ça va être la question de la vie statutaire. Les clubs sportifs étant soumis à la loi sur les associations de 1901 et régis par deux textes principaux, dont un qui est vraiment le centre de l'action de votre association, que sont les statuts. Ces statuts, ils sont accompagnés d'un règlement intérieur qui a pour but de les préciser un petit peu, mais il est important que ces deux textes soient vraiment la référence de vos actions, de votre fonctionnement et de vos décisions. Sortir de vos statuts et de votre règlement intérieur, c'est vous exposer à voir vos décisions, votre fonctionnement remis en question par des personnes qui pourraient ne pas être d'accord avec ce que vous avez mis en place. Et il est important pour vous, en tant que dirigeant, de vous protéger et de protéger votre association pour son fonctionnement. Donc, statut et règlement intérieur, qui sont vraiment les piliers du modèle associatif et du fonctionnement de dirigeant. Euh, les statuts, pour être un petit peu plus concret, c'est vraiment le document qui va régir les règles de base de votre fonctionnement. Le fonctionnement de manière globale. Pour ce qui va être ensuite des précisions, on va pouvoir, avec le règlement intérieur, apporter des petites touches, comme par exemple les horaires d'ouverture. Ça, ce sont des choses qu'on va retrouver dans le règlement intérieur, mais qui ne vont pas avoir leur place dans les statuts. Les deux sont complémentaires, c'est pour ça qu'il est important de les rédiger de manière commune, que votre règlement intérieur ne déroge pas complètement de ce que vous proposez dans votre statut. N'hésitez pas à travailler les deux ensemble, à les relire, à savoir s'ils sont à jour et la manière dont vous pouvez aussi les rendre un petit peu plus cohérents avec votre fonctionnement individuel. Évidemment, vos statuts et votre règlement intérieur ne peuvent pas déroger complètement des statuts fédéraux. Euh, que vos associations, que ce soit des clubs, des comités départementaux ou des ligues, sont des organes qu'on nomme déconcentrés. C'est-à-dire que vous avez une autonomie d'action
à condition que vous respectiez le cadre et les orientations qui ont été fixés au niveau national. Vous n'avez pas une liberté totale d'action, et c'est pour cela qu'on vous invite à créer vos statuts et vos règlements intérieurs en fonction des statuts et règlements intérieurs types disponibles sur le site de la fédération. Comme je vous le disais, toute décision ne peut aller à l'encontre des principes définis par ces documents, sous peine de vous exposer à la remise en question de vos décisions et du coup de vos organes décisionnaires, donc de votre comité directeur. Le plus simple, c'est comme tout texte, on va dire un petit peu juridique, il demande une rédaction claire, cohérente et précise afin de éviter toute interprétation qui serait différente de celle visée par la construction de vos documents. Il faut l'adapter à votre fonctionnement et chaque club ou chaque association étant individuelle ou en tout cas particulière, que ce soit en termes de territoire, en termes de public accueilli, en termes d'équipement, c'est à vous, tout en respectant, comme je vous le disais, les orientations fédérales, de vous intégrer dans une adaptation assez personnelle de vos documents statutaires. Petit point rappel, si jamais vous décidez de modifier ou de proposer une nouvelle version de vos statuts, il est obligatoire de les faire voter en assemblée générale extraordinaire. La modification des statuts ne peut pas se faire de manière unilatérale par le seul organe décisionnel de votre association. Vous devez intégrer dans cette réflexion vos adhérents. Pour ce qui est du règlement intérieur, c'est un petit peu plus simple. La modification du règlement intérieur est régie par l'organe que vous aurez fixé dans vos statuts. Donc, en général, on prend le comité de directeur comme référence pour la modification du règlement intérieur. Certains statuts peuvent prévoir que c'est un autre organe, mais on vous conseille de préciser que ce soit votre comité de directeur ou conseil d'administration, de la manière dont vous l'appelez, qui permettent la modification du règlement intérieur, qui ensuite sera présenté à vos adhérents. D'un point de vue assez opérationnel, je vous invite, lorsque vous avez un nouvel adhérent, de lui présenter vos modèles statutaires, qu'il les lise, qu'il en prenne connaissance et éventuellement qu'il puisse les signer pour adhérer à votre association. Il est important que voilà, ce soit des documents qui soient affichés, qui soient connus, qui soient transparents auprès de vos adhérents afin que le fonctionnement puisse être le plus simple possible. Fabien, nous avons une obligation d'affichage auprès de l'administration, notamment direction départementale jeunesse et sport, qui fait obligation au club d'afficher les statuts et le règlement intérieur de façon à ce ces deux documents soient consultables par tous. Donc un vrai besoin d'information sur ces questions-là. Et un petit commentaire pratique, c'est que sur ITAC, sur les accès entités, justement entités club, vous avez possibilité de sauvegarder ces documents en référence sur ITAC, justement, pour qu'ils soient toujours stockés, disponibles. Ce qui est parfois pratique, effectivement, avec les changements de présidence et ainsi de suite, d'avoir toujours ces documents références pour être sûr de ne pas les perdre. Donc, d'avoir ce réflexe, effectivement, de venir les stocker sur la base ITAC. Il y a un espace dédié pour cela, vos documents références. Et pour l'anecdote, moi, président de ligue, si je prends la casquette de président de ligue, c'est toujours les documents vers lesquels je renvoie les clubs qui nous contactent quand ils ont des problèmes en disant on a tel souci dans notre club, et je vais leur dire tout simplement qu'est-ce qui est prévu dans vos statuts, qu'est-ce qui est prévu dans votre règlement intérieur. On va jamais prendre une décision sans consulter ces documents. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment la base de travail, effectivement, le fonctionnement général de l'association, les deux documents références sur lesquels on va toujours s'appuyer quand il y a des problèmes, malheureusement. Voilà. Et c'est la meilleure manière de résoudre vos litiges, c'est de vous baser sur vos textes. Question, dans un club aujourd'hui, dans ce règlement intérieur, est-ce qu'il peut obliger un tireur à venir 5 fois par an, par exemple, minimum? Aller au-delà d'une fois par an, mais l'obliger au tireur de son club de venir jusque 3, 4, 5 fois. Parce qu'on a des clubs qui le demandent et on a des tireurs qui sont pas d'accord avec ça, quoi. J'imagine sur la question de l'ancien carnet de tir. Ouais, aujourd'hui, clairement, la réglementation administrative nous impose une séance de tir. Vous savez que le carnet de tir n'existe plus. Oui. Même si certains clubs l'ont conservé, en tout cas légalement le carnet de tir n'existe plus.
Obliger dans le cadre d'un règlement intérieur, ouais, je veux dire, obliger un licencié à avoir un nombre minimum de fréquentation du stand, enfin moi, je le mettrais pas. Je le mettrais pas parce que on est dans le cadre du respect de la vie privée, de la liberté individuelle. On peut comprendre que dans le cadre d'une détention d'armes de catégorie B, on ait au moins une séance de façon à ce que le président puisse attester de la pratique d'une séance de tir. Après, C'est surtout Parce que là, répondre à un c'est aggraver les mesures qui sont édictées. C'est-à-dire oui, que, complètement, Et oui. là, on ne peut pas. normalement, on n'est pas censé être plus restrictif que la loi. Voilà. c'est ça. C'est ça. Est-ce que vous avez à la fédération des cas de recours au tribunal administratif sur des règlements intérieurs de club? Parce qu'en fait, bon nombre de clubs, pour des choix, voilà, qui sont des choix. Une association est composée d'adhérents, elle ne fonctionne Oui. que si les adhérents Oui. viennent. Oui. Donc c'est bien beau de vendre 900 licences, c'est bien pour notre fédération, parce qu'il faut qu'elle ait des financements. Mais s'il y en a 2 qui viennent au club, voilà. Donc du coup, ceux qui le font, c'est aussi pour. Voilà, il y a plein de raisons. Et donc, moi, je dirais aujourd'hui, je sais pas, il y a peut-être un club sur 3 ou 4 qui impose une venue plus régulière parce qu'ils veulent que leur association. Est-ce qu'on a des cas de recours au TA et au-dessus de gens qui s'opposent au règlement intérieur, par exemple, ou qui n'ont pas eu leur licence de renouveler, disant ben, vous venez pas régulièrement, vous ne répondez pas à notre règlement intérieur, qui est déposé en préfecture, hein, parce que s'il n'est Oui. pas à la préf, ils vont Ouais. pas de balle. Oui. Et la jour. Alors, Est-ce que c'est ça qui ferait un peu force de loi de dire oui, on est sur une décision inique, parce que de toute façon, elle a déjà été combattue sur le plan juridique. alors, moi, à ma connaissance, en ce qui concerne la Fédé, non, j'ai pas connaissance de clubs qui auraient été attaqués au tribunal administratif par rapport au contenu de leur règlement intérieur. En tant que président, enfin ancien président de ligue, dans mes 12 années de présidence de ligue, je n'ai jamais eu connaissance d'aucun cas chez moi parmi mes 53 clubs. Voilà. Alors, Parce qu'on n'est pas obligé d'adhérer à une association, c'est pas une obligation, c'est un C'est choix. pour ça que je rebondis sur le commentaire de Fabien qui a peut-être pas insisté dessus, mais faire porter connaissance justement de ces différents documents et faire signer la personne comme quoi elle s'engage bien à respecter les présentes dispositions des statuts et du règlement intérieur. Ça fait partie justement de vous assurer que elle a bien pris connaissance des dispositions précises inhérentes à votre association et qu'elle s'engage à les respecter. Et justement, si elle ne s'engage pas à les respecter, à ce moment-là, autant... Par contre, il faudrait garder ce document signé pour en cas de Certains problème. clubs, par expérience, je sais que le font. Oui. Il est important de comprendre, mais ça sera peut-être la thématique d'un futur module sur des rencontres où on pourra insister sur la question juridique en tant que telle, avec un juriste spécialisé dans le droit des associations. Mais la prise d'adhésion d'un licencié dans vos clubs crée un contrat d'association. Quand on parle d'association, évidemment, on parle de deux parties qui se rencontrent dans un objectif commun. Évidemment, si vos statuts et vos règlements intérieurs proposent des spécialités propres à votre territoire et à votre fonctionnement, mais que celui-ci ne déroge pas de l'orientation fédérale. Si, par exemple, les statuts fédéraux prévoyaient de manière claire et précise que toute association adhérente devait seulement limiter à une, par exemple, la venue, vous ne pourriez pas déroger de ça. Et tant que c'est pas fixé, vous avez la possibilité, alors évidemment sans rentrer dans un excès qui ferait que votre fonctionnement n'est pas cohérent ni démocratique, mais de pouvoir fixer de manière aussi, ça peut être quelque chose qui peut être discuté avec vos organes déconcentrés de référence, comme vos comités départementaux ou vos ligues, pour réfléchir au sein d'une assemblée générale de ligue, par exemple, de la manière, pour exemple, moi, ancien salarié de l'Aquitaine, on avait travaillé, ça a été validé en assemblée générale de ligue, que le carnet de tir, par exemple, serait maintenu dans l'ensemble des associations du territoire. Ça peut être aussi la possibilité de discuter avec vos élus de référence au niveau régional, de mettre en place une cohérence de votre territoire, tant que cela ne déroge pas des statuts fédéraux et des orientations fédérales. Donc voilà pour la question de la vie statutaire. On va enchaîner ensuite sur la question de l'Assemblée générale. Ça nous fait une bonne transition sur l'importance de ce temps fort dans la vie associative et dans le fonctionnement de votre association.
Comment on pourrait définir une assemblée générale? C'est un temps d'échange, en fait, qui va permettre aux dirigeants élus et aux membres adhérents et souvent votants de l'association de pouvoir discuter de l'activité sur ce qui a été réalisé, mais aussi sur les perspectives d'avenir. C'est un temps fort qui permet un bilan et aussi une projection. Donc, c'est à pas négliger. D'un point de vue juridique, une association est obligée de tenir une assemblée générale dans les modalités fixées par ses statuts. De manière très générale dans le monde sportif, et je pense que c'est le cas de l'ensemble de vos associations, c'est une fois par an sur une période donnée. Le fonctionnement fédéral fait que les clubs commencent par leur assemblée générale avant celle des comités départementaux, qui ensuite vont découler sur celle de la Ligue pour arriver à une finalité qui est l'assemblée générale fédérale en début d'année civile de manière générale, ou en fin d'année, mais en général c'est plus début d'année civile. Lors de cette assemblée générale, c'est le seul endroit où on peut renouveler ou élire l'équipe dirigeante. Ça, si vous êtes dirigeant, vous le savez. C'est également l'endroit où on va permettre l'approbation des comptes. Donc, qui dit approbation dit aussi transparence, équilibre. Donc, le suivi pour les adhérents de la gestion financière de l'association par les dirigeants élus. Et comme on l'a évoqué un petit peu avant, c'est la possibilité d'aborder des statuts, des questions juridiques comme les statuts, mais également de pouvoir aussi se positionner sur la gestion immobilière quand c'est le cas, sur la location, voilà. Tout ce qui va en fait sortir du cadre d'un fonctionnement, on va dire, quotidien, doit être voté en assemblée générale afin de respecter un processus démocratique fixé par la loi 1901. Afin de valider l'ensemble des décisions d'une assemblée générale, n'oubliez jamais que de cela doit découler un procès-verbal écrit, rédigé et co-signé par deux représentants du bureau de manière générale, que sont le président de manière obligatoire et souvent le secrétaire général. La signature du trésorier peut également faire foi. Mais il faut que ce soit co-signé avec les deux signatures pour montrer également que ça a été relu, que ça a été présenté en comité directeur et que le procès-verbal peut être diffusé auprès des adhérents et aussi auprès des institutions de préfecture. Peut-être une précision sur l'Assemblée générale. Oui. Alors, je voudrais apporter en fait, deux précisions sur le contenu de l'Assemblée générale, qui est, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens et ce que j'ai beaucoup vu dans le cadre de la relecture des procès-verbaux d'Assemblée générale de mes clubs, puisque vous savez que le club doit communiquer son procès-verbal et ses comptes à la Ligue. Et donc, pendant mes 12 années de président, je me suis fait un devoir de lire scrupuleusement les procès-verbaux de l'Assemblée générale parce qu'on apprend toujours beaucoup de choses, y compris quelquefois, enfin même assez souvent, des choses dont on n'avait pas eu connaissance avant. Voilà. Donc, en fait, premier point, le déroulement de l'Assemblée générale est assez formel et assez structuré. C'est pas une assemblée générale, je réunis la bande de copains, vite fait, on parle de 2-3 trucs, c'est bon, l'assemblée générale est terminée, maintenant on peut passer à l'apéro d'honneur. Non, c'est beaucoup plus structuré que ça. Premier point. Deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est le mot procès-verbal et non pas compte-rendu. En droit, ce sont deux choses très différentes et qui n'ont pas du tout la même valeur. Le procès-verbal a une valeur juridique. Le compte-rendu n'en a pas. D'accord? Donc c'est extrêmement important. Ce que Fabien a précisé doit faire l'objet d'un procès-verbal. Parce qu'en cas de problème, on parlait tout à l'heure tribunal administratif, en cas de problème au sein du club, et donc si ça doit se terminer devant un tribunal administratif, le procès-verbal fait foi, c'est une pièce juridique. Pas le compte-rendu. Pas le compte-rendu. Donc on fait bien un procès-verbal, un PV d'AG, on ne fait pas un compte-rendu d'AG. Ça, les gens ont une certaine tendance à mélanger les deux et ne voient pas très bien la différence entre un procès-verbal et un compte-rendu. Oui. Par rapport au tribunal administratif, oui. Est-ce que c'est vraiment la juridiction compétente pour ce type de litige? Est-ce qu'il n'y a pas de litige avec l'administration?
dans le cas d'un litige au sein d'une association, oui, ça sera le tribunal, en premier lieu, le tribunal administratif. Alors, je parle pas après, entendons-nous bien, hein, je mets de côté tout ce qui pourrait être attaque personnelle, injure, diffamation, etc., Problème fait pénal. enfin, se traitera dans le cadre de la juridiction civile. D'accord? Là, on parle de quelqu'un, par exemple, qui remet en cause la tenue de l'Assemblée générale parce que tel ou tel point statutaire n'a pas été respecté. S'il veut remettre en cause l'Assemblée générale, ce sera devant le tribunal administratif, pas devant aucune autre juridiction. Et ce sera, excusez-moi, ce sera le tribunal judiciaire pour tout ce qui est délit ou crime, mais délit Oui, voilà, qui relève c'est ça. Il faut séparer la Tout ce qui relève responsabilité pénal. civile de ce qui va être de la responsabilité pénale. Qui n'empêche pas Donc, que on si y on reviendra un relève petit peu le pénal au tribunal judiciaire, il peut y avoir du civil, mais l'injure, et c'est souvent le cas, les violences, Oui, la voilà, cruauté, c'est c'est ça. le cas qu'on a, Mm. les comportements délictueux Oui. qu'on combat au quotidien, tribunal judiciaire. Mais c'est le terrain, hein, ouais. Ouais, ouais, ouais. Notamment le plus fréquent, c'est quand on exclut un licencié. Mm. En général, de toute façon, ça finit toujours au terre et on perd, parce que nos statuts et nos règlements intérieurs ne sont pas forcément bien bordés. Moi, par expérience, c'est le tribunal administratif. Parce qu'en fait, c'est administration contre l'administration, mais ça comprend aussi les Le associations. droit associatif. J'ai Oui, plus la dit, c'est le droit absolument. associatif. On nous pose la question en visio de savoir si la prise de connaissance des statuts et du règlement intérieur doit être signée tous les ans. On peut partir du principe que s'il n'a pas été modifié, Non, Ça sinon, s'il n'a demande pas été pas- modifié. par c'est contre, pas- toute c'est pas- modification demande une Ah oui, transparence et une Absolument. information auprès de vos adhérents. auprès des adhérents. Donc voilà pour l'Assemblée générale. Alors, Je vous laisse. non, mais juste par rapport à ça, là aussi, petite précision. Alors, notamment en ce qui concerne les statuts, on l'a vu tout à l'heure, la modification des statuts ne peut se faire que dans le cadre d'une assemblée générale extraordinaire. Et donc, on part du principe qu'à partir du moment où il y a eu une assemblée générale extraordinaire avec une convocation des adhérents en bonne et due forme, que l'assemblée générale extraordinaire s'est tenue conformément aux statuts en respectant les règles de quorum, etc., les adhérents étant censés participer à cette assemblée générale sont censés ensuite avoir connaissance de ce qui s'est décidé lors de l'assemblée générale. Ils ne sont pas là, et ils ne seront pas là, les absents ayant toujours tort. Voilà. Néanmoins, comme ce que je disais tout à l'heure, c'est à partir du moment où il y a modification de statut, les nouveaux statuts devront être affichés à la connaissance de tous. Voilà, encore une fois. Nous, là, on est en train de retravailler, par exemple, notre règlement intérieur au niveau de l'Eurostand, comme il y a un nouveau comité. Donc, on est en train de travailler dessus. Là, ça devrait se faire au plus tard pour début mars. Donc, dans la logique des choses, il faudrait qu'on renvoie ça à tous nos licenciés, qu'ils nous fassent un retour signé, disant qu'ils ont pris connaissance des nouveaux règlements. Parce que nous, il va y avoir des Vous gros l'avez changements. validé. À partir du moment où Oui, vous l'avez vous l'avez validé avec votre organe compétent Oui, bien prévu sûr. par vos statuts. Oui. Bien sûr, nous, c'est le comité d'abord qui va le valider. Si vous voulez, vous assurez C'est que ça, l'ensemble a pris et que le jour où vous avez une réclamation, c'est ça. non, regarde, tu nous l'as renvoyé, ton document signé, donc tu en as pris conscience. Hum. Nous n'avons pas modifié quelque chose dans le dos des adhérents. Ça vous enlève aussi les problèmes de suspicion. Si on a quelques cocos, on sait déjà qu'ils vont pas les signer, quoi, hein. Mais d'où l'importance d'un point de vue aussi un petit peu technique, je parle surtout pour les statuts, de toujours le faire revoter en assemblée générale, même si on parle d'une modification d'un seul mot, Mais ça, dans les 15 statuts, pages de c'est- statut. Hum. Et on peut se dire, ben non, c'est juste on a changé le vocabulaire parce que c'est Ah plus oui. clair. On revalide, Mmh. d'accord? Ça veut dire, quand on parle des gens qui refusent de le signer, ça veut dire que dans le règlement intérieur, on prévoit aussi un alinéa Ouais. qui parle du mode de notification, Ouais. et le principe de dire on devient non adhérent si on refuse de signer. Chez moi, c'est fait, c'est accepter sans restriction, auquel cas, s'il ne l'accepte pas, il ne reste pas dans l'association. On peut pas virer quelqu'un. Non, c'est pour les nouveaux. Ouais, pour les nouveaux. Alors, on nous pose la question de qui peut participer ou assister aux assemblées générales du comité ou de ligue. Tout le monde.
Ah, aux assemblées Mais- générales. Alors là, on nous précise pour les sont comités tout simplement les membres de l'association. et leurs représentants. Donc, du coup, pour une ligue, les membres de la ligue sont les clubs de tir, donc les présidents des clubs de tir, euh, sous disposition particulière. Si effectivement l'Assemblée générale est ouverte à tous, à tous les licenciés, ce qui n'est pas forcément toujours le cas, mais c'est toujours les membres de l'association qui, encore une fois, tout ça est prévu, doit être prévu dans les statuts et dans le règlement intérieur. On précise les modalités de convocation et qui effectivement peut siéger dans les assemblées générales. Et je préciserai également qu'on peut parfaitement enchaîner plusieurs assemblées générales différentes le même jour. C'est-à-dire C'est ce que qu'on fait, nous. vous avez prévu d'actualiser vos statuts, vous faites une convocation pour une assemblée générale extraordinaire de 9h à 9h30 pour faire On voter attend un quart vos d'heure, nouveaux et puis c'est statuts. reparti. Et à 9h30, vous ouvrez une nouvelle assemblée générale ordinaire pour C'est ça. refaire la revue de la saison écoulée et ainsi de suite dérouler. Donc on peut très bien avoir des assemblées générales qui se suivent sur une même journée, mais elles doivent bien être scindées et différentes pour respecter justement les statuts. Quand on est sur de l'extraordinaire pour des modifications de règlement intérieur et de statut, ça le prévoit, et on est sur de l'ordinaire pour l'assemblée annuelle qui clôture la saison passée et ouvre la nouvelle saison. Alors, j'aurais une question pour précision. Le cas, donc on parle des membres d'association, le cas des personnes qui sont en second club. Ah, Je vois que ça déclenche un sourire et je sais ce que je fais chez moi, mais je voudrais avoir une réponse précise. Parce que je considère qu'à partir du moment où ils sont en second club, ils payent une adhésion et ils font partie de l'association. Donc, ils ont le droit d'assister à l'AG. Je ne me trompe pas. Ou Moi, je je suis commets une d'accord erreur. avec ce principe. Effectivement, on décorrèle la licence, la prise de licence fédérale et le fonctionnement associatif pur et dur. Une personne qui est cotisante à une association, même si elle a sa licence rattachée à un autre club, si elle est cotisante à l'association, elle est membre de Membre l'association. d'association à part Donc, à ce entière. moment-là, elle peut effectivement. Donc, on doit l'inviter à l'AG. Tout à fait. Elle vient, c'est bien, elle ne vient pas. OK. alors, pourquoi j'ai souri? Puisque c'est une discussion Qui date. de longue date et toujours des discussions animées. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'il se trouve que Franck et moi avons fait partie du même groupe de travail à la Fédération française de tir sur la future régionalisation et donc l'élaboration des statuts et règlements intérieurs qui vont découler de cette pour l'instant éventuelle mise en place de la régionalisation du haut jusqu'en bas. C'est-à-dire, quand je dis du haut jusqu'en bas, c'est de la Fédé jusqu'au club. Jusqu'au club. Et c'est posé cette question, c'est reposé pour nous, Oui. cette même question de la carte second club. Et là aussi, si on prend stricto sensu ce que dit la loi concernant les associations, loi 1901, à partir du moment où la personne a payé sa cotisation à l'association, elle est membre de de l'association au même titre que n'importe qui. Oui. Elle peut donc, non seulement elle peut voter, mais elle peut se présenter, elle pourrait très bien devenir président de l'association ou membre du bureau, etc. Le problème chez nous, c'est la relation qui a été instaurée entre, je dirais, la règle de base du fonctionnement d'une association loi 1901 et la licence. Pour moi, et je rejoins parfaitement ce que vient de dire Franck, pour moi, normalement, la question ne devrait pas se poser dans la mesure où la licence n'est pas délivrée par le club. La licence n'est pas délivrée par le club. La licence, elle est délivrée par la Fédération française de tir, pas par le club. Oui. C'est pas une licence club. Non, c'est fédéral. C'est une licence fédérale. Donc, normalement, il ne devrait pas y avoir de relation entre je suis membre de mon association, parce que j'ai pris ma licence, qui est le club, et j'ai pris une licence pour pouvoir pratiquer mon sport. Voilà. Mais
de très, pour pas dire, je pense, la quasi-totalité des clubs ne mettent de côté la carte second club et ne convoquent pas les gens aux assemblées générales. Alors, et encore moins acceptent non seulement qu'ils votent, mais éventuellement qu'ils se présentent Ah, oui. à un poste quelconque. D'ailleurs, sur la question du vote, on nous pose la question s'il est possible de donner le droit de vote en assemblée générale à un licencié qui a une période, par exemple, seulement de 6 mois de présence dans l'association. On va faire la même réponse que pour le reste, voire statut réglementaire. C'est ce qui est prévu, voilà, par le statut et règlement. Voilà. Ça va être, c'est une question de disposition, en fait, on est dans une Ouais, boucle, absolument. mais ça tombe bien parce que ça vient illustrer notre propos. Vos textes statutaires sont votre base. C'est N'en ça. dérogez pas, ne faites pas du doigt mouillé. Ouais. Vous avez des textes, vous vous rendrez compte qu'ils ne sont peut-être pas assez complets, ce qui demandera une refonte ou le fait de les réétudier. Mais tant que vous avez des textes et qu'ils ne sont pas modifiés, vous vous basez dessus. Quitte à prendre une réunion en bureau, prendre le temps, mais j'ai cette question-là, comment je peux y répondre via mes statuts? Je ne peux pas y répondre. Comment je fais? Je vais être obligé de créer une refonte, mais en attendant, je ne peux pas répondre à cette problématique. Donc c'est aussi ce qu'on appelle le développement d'une association. C'est comme quand vous démarrez quelque chose dans la vie. Au début, on a les premières informations et on se rend compte qu'au quotidien, il y a des aléas, il y a des choses qui arrivent et qui demandent qu'on se perfectionne, qu'on apprenne. Vous, en tant que dirigeant et en tant qu'association, c'est la même chose. Vous allez aussi corréler ça à votre vision politique. Peut-être que le fonctionnement qui marchait avant avec l'ancienne équipe ne correspond pas à ce que vous souhaitez faire de votre association et ce que vos adhérents souhaitent que vous fassiez de votre association. Donc, ça demande une refonte. Et c'est pour cela, ça nous fait une bonne transition sur la question des organes compétents pour pouvoir faire ça. C'est vrai qu'on vous parle du coup là de modification, mais qui peut le faire et qui est référent au sein d'une association pour pouvoir faire ça. Donc l'organe principal, et celui par lequel vous êtes élu, c'est le comité directeur au conseil d'administration, mais en général chez nous, c'est plus le mot de comité directeur, le terme de comité directeur qui est employé. Donc par comité directeur, on va entendre l'ensemble des membres élus par votre assemblée générale pour représenter l'association, la gérer et prendre des dispositions. Toujours pareil, la composition, le nombre de personnes dans le comité directeur doivent être fixés par vos statuts. D'accord? Même la question de la durée du mandat. On sait que certaines associations, par exemple, fonctionnent comme la fédération sur une olympiade de 4 ans. Certaines associations font des renouvellements partiels tous les 2 ans. Ça, c'est une disposition statutaire qui est prise par des associations. Mais il faut la respecter. Donc, ce comité directeur, à quoi il va servir? Il va avoir un rôle de gestion courante, de suivi des actions structurelles de l'association. Donc, suivi du budget, souvent présenté par le trésorier, la mise en œuvre des décisions qui ont été prises en assemblée générale, leur mise en place opérationnelle, mais également leur suivi, et l'évaluation des différents projets qui peuvent être menés, que ce soit d'un point de vue sportif, d'un point de vue administratif, d'un point de vue managérial, juridique ou financier. À l'intérieur de ce comité directeur, on retrouve un bureau exécutif qui est une obligation statutaire et légale de la loi 1901. La précision, c'est que le bureau doit être, je dis bien obligatoirement, composé d'un président, d'un ou d'une secrétaire générale et d'un ou une trésorière. La question du vice-président ou de la vice-présidente n'est pas obligatoire juridiquement. Elle est souvent présente, mais ce qu'il faut, c'est avoir ces 3 piliers que sont le président, le secrétaire général et le trésorier. À minima, voilà. À minima. Le bureau, Vous pouvez adjoindre effectivement des rôles. complétés. Mais à minima, un bureau, effectivement, c'est 3 personnes. On est vraiment sur le légal, voilà, associatif, fonctionnement. Donc pensez-y. Souvent, ça va de soi, mais si vous voyez que votre association ne trouve pas de trésorier, il faut. C'est obligatoire. Est-ce que peut-être un petit point sur le rôle de ces 3 postes, un petit peu par expérience? Le président déjà ou la présidente, pour commencer, quel est son rôle au quotidien? Alors, principalement dans un club d'ailleurs, ou dans quelle que soit la structure, un club, communauté départementale, ligue, je veux dire, le président élu a principalement, enfin, pour moi en tout cas, principalement pour fonction de mettre en œuvre et je vais dire,
oui, de mettre en œuvre et de veiller à ce que, de mettre en œuvre ce qui a été défini par l'Assemblée générale, dans le cadre des projets qui ont été votés. On reviendra tout à l'heure au projet associatif, ça fera une bonne transition. Et s'assurer que à côté de lui, le secrétaire général et le trésorier vont chacun faire, assurer la mission qu'il leur est confiée. Je veux dire, le président a un rôle, principalement pour moi, un rôle de coordinateur pour s'assurer du fonctionnement de l'association, quelle qu'elle soit. D'un point de vue légal, il a aussi évidemment le rôle de représentant de l'association et de la personne morale. Absolument. Auprès des institutionnels, auprès des différents partenaires. Voilà. Et il ordonnance aussi les dépenses auprès de son trésorier. Voilà. Moi, j'aime bien la phrase, j'aime bien dire que le président préside. Oui. Voilà, donc je veux dire, principalement, il est garant justement du respect des statuts, des textes réglementaires. C'est lui qui en est le garant. Il préside, et donc c'est-à-dire qu'il coordonne, il dirige, mais il n'est pas censé tout faire. Parfois, on a un peu ce raccourci du président qui, voilà, bah, tu es président, c'est très bien, donc c'est toi qui fais. Non, il coordonne, il dirige, il doit savoir aussi un peu déléguer ses missions et organiser justement le fonctionnement de l'association. C'est pas lui qui est censé. Et puisqu'effectivement, effectivement, après, il est appuyé par le secrétaire général ou la secrétaire générale. Alors, parfois, on est sur des stages, des tâches un peu plus administratives. Et le trésorier qui, lui, est sur il doit assurer justement la gestion financière selon les règles en vigueur de l'association. Et ces trois personnes, effectivement, doivent rendre compte régulièrement devant le comité directeur et également devant l'Assemblée générale. Elles ne sont pas non plus... elles ont des comptes à rendre quelque part toujours et il faut qu'elles l'intègrent à leur comité directeur et aussi à l'Assemblée générale. Le bureau a aussi un lien, puisque effectivement, il faut faire valider beaucoup de choses, mais il y a également un fonctionnement courant, quotidien, qui demande aussi des fois à prendre des décisions qui n'ont pas à être votées en Assemblée générale et qui n'ont pas forcément besoin de recourir au fait de convoquer un comité directeur. Et donc, c'est pour ça qu'on vous a mis que le bureau a pour rôle de prendre des décisions rapides aussi de gestion courante, comme de l'achat de matériel. Par exemple, pour être très concret, l'achat de cartouches d'encre. On n'est pas forcément être obligé d'être 15 ou 20 pour valider le fait qu'on achète des cartouches d'encre, valider et mettre en place des demandes de subvention, signer des documents administratifs comme des devis, par exemple. C'est aussi le mandat qui est donné du comité directeur pour ce bureau. Alors, moi, je prends souvent comme analogie, je dis souvent, le comité directeur est l'organe politique de l'association et le bureau est l'organe exécutif. C'est un peu comme ça, si je faisais une référence avec ce qui se passe au niveau de la nation. Le comité directeur, c'est la Chambre des députés et le bureau, c'est le Premier ministre et ses ministres. C'est eux qui assurent le fonctionnement quotidien de l'association. Alors, un point sur lequel une précision à apporter, parce que j'ai été souvent confronté à cette question dans mes années de présidence de Ligue, c'est le fait que parmi ces trois postes, nous avons un président et l'épouse du président est la trésorière de l'association. Est-ce légal? Il n'y a rien qui dit que ça ne l'est pas. Il n'y a rien qui s'y oppose. Il n'y a rien qui s'y oppose. C'est pas idéal, mais ça n'empêche pas. C'est peut-être pas idéal, mais il n'y a rien qui s'y oppose. Alors j'ai dit trésorière, mais ça pourrait être secrétaire général. Après, on le met dans tous les sens qu'on veut. Mais c'est souvent, les gens pensent que non, c'est juste pas possible. Enfin, légalement, c'est pas possible. Bah si, légalement, c'est possible. Il n'y a pas d'opposition légale. À moins que la personne ne réponde pas aux critères privés par les statuts, qu'elle n'est pas, par exemple, à jour de son adhésion.
Mais là encore, on en revient à la Voilà, question voilà, sanitaire. Mais il n'y a pas rien qui ne Tout à l'empêche fait. de base. Et du coup, juste pour terminer sur le bureau, il a aussi une travail et une mission de préparer et de proposer les ordres du jour sur les réunions de comité directeur. Et quand on parle de proposition, aussi pour l'Assemblée générale, pour que ce soit validé par le comité directeur. Le fait de parler du bureau et surtout de la question du président nous amène inévitablement à la question de la responsabilité. Lorsque vous vous engagez en tant que dirigeant bénévole au sein d'une association, vous êtes représentant d'une personne morale qui doit gérer des adhérents, mais qui doit avoir un fonctionnement, comme je vous dis, qui respecte vos statuts, mais qui parfois, si jamais il y a des dysfonctionnements, peut entraîner des recours sur lesquels le président ou la présidente sera la personne qui fera face juridiquement et qui devra répondre des accusations fondées ou non, c'est pas de ça qu'on va parler, face aux juridictions compétentes. Donc on peut, là on va juste faire un petit balayage, on ne va pas rentrer trop dans le détail puisque je pense que ce sera intéressant de faire venir un professionnel de cette question-là pour rentrer justement sur les questions de tribunal administratif, ce que la question que vous évoquiez tout à l'heure. Mais on peut déjà quand même penser et vous énumérer les deux responsabilités qui incombent à un président ou une présidente responsable d'une association. C'est la responsabilité civile et la responsabilité pénale. En fonction de ce qui va être reproché à l'association ou à son représentant, la responsabilité individuelle et personnelle du dirigeant peut être engagée. Dans quel cas? Lorsqu'il y a un litige avec un membre. On parlait tout à l'heure, par exemple, d'une personne qui pourrait être refusée d'un club, qui décide de faire appel ou en tout cas de remettre en cause cette décision. La responsabilité personnelle du dirigeant ne sera pas en ligne de compte. C'est la personne morale qui sera mise face à la défense. Donc là, vous ne serez pas engagé en tant que président ou présidente de club d'un point de vue, on va dire, personnel et citoyen. Toutefois, s'il y a un problème qui évoque une responsabilité civile, par exemple à l'égard de l'association, donc pour vous donner, par exemple, c'est un problème de gestion, euh, la personnalité physique que vous êtes pourra être engagée. Pareil, en cas de problème financier avec une cessation de paiement de l'association, en tant que personne, vous pourrez, votre responsabilité pardon, pourra être mise en cause. Donc là, on parle de responsabilité civile, on va dire, sur des questions un petit peu moindres. Votre responsabilité peut être engagée après au niveau pénal. Si par exemple, vous déviez d'un fonctionnement associatif qui entraîne un redressement judiciaire, par exemple, de l'association, si vous avez des salariés et que vous ne respectez pas les codes du travail d'un point de vue social, ou encore si vous mettez en pratique un fonctionnement qui va à l'encontre des réglementations fiscales et qui pourrait être assimilé à de la fraude. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. On pourra vous renvoyer, faire des liens pour vous renvoyer vers les textes législatifs qui font foi sur ces questions-là. Et éventuellement, à l'avenir, du coup, organiser peut-être une rencontre avec un juriste ou un juge d'instruction. On a des personnes aux ressources sur ces questions-là qui sauront mieux répondre que nous et qui pourront aussi rentrer d'un point de vue technique pour que nous ne vous disions pas de bêtises, que vous ne vous engagiez pas dans des démarches euh, qui auraient été mal comprises ou mal exposées par nos soins. Donc, je pense que là, ça sera intéressant d'approfondir sur sa question-là avec un nouveau module un petit peu plus juridique. La responsabilité aussi du dirigeant, et ça fait le point aussi avec ce qu'on a vu cette semaine sur les différentes visioconférences, c'est la question de la protection des données des licenciés, qui est une problématique de plus en plus présente. Je vous inviterai à regarder le replay qui a été fait sur l'intervention de notre DPO et sur la question de la RGPD et des licenciés. C'était mercredi. Donc le replay sera disponible, je pense, la semaine prochaine ou en fin du mois. Je vous ai mis quand même un lien vers la CNIL, qui est la référence sur cette question-là, qui a créé un petit guide des associations d'une petite dizaine de pages qui vous remet et qui vous réexpose les obligations que vous avez afin d'être sûr que votre association et votre fonctionnement respectent la question de la protection des données. Une question Oui. voilà, euh, juridique. Donc, on a eu un courrier de la fédération il y a quelques mois sur justement le RGPD. Est-ce qu'on pouvait faire de l'ITAC ou pas avec l'extraction des données? Moi, j'ai fait une lecture qui en fait
En gros, je fais une lecture, ça me sert à rien, quoi, d'extraire une base de. En fait, la question, c'est, donc, président, on est bien d'accord, hein, droit à savoir, droit à connaître. J'ai droit à savoir qui est licencié chez nous et quel est leur numéro de licence, etc. Donc, avec le requêteur, j'extrais la base, quoi. Et dans le courrier que j'ai lu, et peut-être mal lu, en gros, à la fin, je me suis dit, mais bah, je le fais plus, quoi, ça me sert plus à rien. En gros, qu'est-ce que j'ai le droit de faire avec cette extraction de données, qui est un fichier, hein, motif, etc., moi, en tant que président, et qu'est-ce que je dois surtout faire? Bah, c'est la question de la diffusion qui va d'abord être première. C'est la question que si vous, le fait que vous Je connais certaines limites, hein, Voilà. Mais on peut commencer à vulgariser un petit peu et je pense que la visio avec le DPO est probablement plus précise, donc c'est Ok. pour ça qu'il faudra la regarder en replay. Mais c'est la question de la diffusion. La question du RGPD, c'est qu'il n'est pas possible de pouvoir reconnaître une personne à travers la diffusion de certaines données. Donc, je ne parle pas du nom et du Ouais, prénom, d'accord. évidemment, mais si on va voir par exemple une personne en situation de handicap et qu'on diffuse qu'on a une personne en situation de handicap et qu'on diffuse aussi son code postal et sa commune et qu'on se rend compte qu'en fait il n'y en a qu'une dans ce village-là, ça nous permet de Oui. fixer cette personne-là. Oui, Donc c'est là où il faut être nom, très attentif. prénom, on a déjà un fichier. Les adresses peuvent être compliquées aussi à diffuser. C'est là aussi. Ce que je veux dire, c'est là, en fait, si ça répond, je regarderai. C'est, tu vois, les cas précis d'utilisation où moi j'extrais le fichier, je suis président, ou j'ai délégué à ma déléguée gestion sportive le fichier. Qu'est-ce que je peux faire? Bien cadré. Et surtout, qu'est-ce que je dois pas faire? Pas l'utiliser quand on est en conflit avec le club, comme ça a été fait, hein, pour diffuser à tout le monde, ça, il n'y a pas de problème. Mais le courrier était. Et là, l'intervention du DPO, Ouais, Elle est claire. ça va plus loin que ça, hein. là-dessus. Ouais, ça va plus loin que ça. On n'a même pas le droit d'extraire le fichier. Mais c'est ça que On nous a dit qu'on n'avait pas le droit d'extraire le fichier. Voilà. On Pas le nous droit a dit que le d'extraire. registre de présence Merci. n'était pas utile. Oui. On nous a Merci. dit plein de choses, on est perdu. En fin de compte, ce qu'il a dit, Le lien de ce. Ouais. On ne peut pas extraire, on ne peut pas l'utiliser en tant que dirigeant de club. On doit refaire un fichier De gestion administrative de à côté. gestion administrative du club. Et en aucun cas, on ne doit servir des TAC, Donc, du coup, ni des données qui sont ok. dedans. Alors, j'ai pas lu de travers. Non, non, vous n'avez pas lu Quand tout j'ai travers. fini la lettre, j'ai dit pourquoi il y a un bouton requête. Parce qu'évidemment, quand j'envoie un mail, C'est soit je consultable, peux passer par mais pas ITAC, plus normalement. j'ai pas de retour avec ITAC de savoir si ça arrive bien, etc. Donc, on utilise le fichier, fait un copier-coller dans Gmail, et puis tu sais quelle adresse tu as mal saisie, etc. Et quand j'ai eu fini, j'ai dit, mais ça ne sert à rien. Donc, il faut que je reconstitue. Donc là, moi-même, je reconstitue un fichier avec nom, prénom, et donc du coup, je dois le déclarer à la CNIL, alors qu'en fait, je me servais de la déclaration de la fédération. Ok, on a eu la même lecture. Donc, toi, tu dis, le DPO répond On bien. en verra parce qu'il répond vraiment D'accord. là-dessus. Ouais. Et donc, vous supprimez le bouton On donne requête. des là. informations. Non, parce que pour avoir une licence, c'est- on donne des informations. On va consulter, mais Voilà. il ne faut pas extraire. La requête ITAC est une très grosse base de données. Ouais. Alors, vous l'avez après au niveau club, Oui, et après on monte dans les échelons, comité départemental, ligue, et on avait même des accès. Donc on peut trouver justement, donc ITAC est et reste une base de données, donc c'est quand même très pratique de faire ces requêtes justement pour Ah oui, travailler sur cette base de données. Ce qui est interdit justement, c'est d'extraire des informations c'est d'extraire, c'est ça. et de ne serait-ce sans dire on les utilise à des fins même commerciales Oui, ou autres. Non, mais Ça, sans c'est aller des jusque-là. experts, Sans aller c'est-à-dire- jusque-là. C'est-à-dire que là, on ne maîtrise plus. Nous, ce qu'on garantit en tant que fédération, c'est la protection des données par rapport à ITAC. Mm. À partir du moment où vous les sortez de ITAC, C'est fini. on ne peut plus les garantir. Donc, C'est c'est ça. pour ça qu'on vous demande de ne pas le faire. Parce que justement, là, on est complètement sous la loi RGPD et on est attaquable par rapport à ça. Donc, cet outil vous permet justement de travailler avec votre base de données, Mm. de faire vos requêtes, ce qui reste pratique, mais surtout de ne pas travailler avec ces requêtes et de les mettre sur un PC, envoyer ça par mail et ainsi de suite, parce que là, on ne maîtrise plus les données. Autant on maîtrise ce qu'il y a sur ITAC, autant si vous commencez à faire des extractions qui naviguent, on C'est ce qu'on m'a ne dit. maîtrise plus et on tombe sous le coup de la loi de protection des données. Et votre licencié peut très bien vous aller venir vous voir en disant c'est pas normal. J'ai vu que mon nom a circulé, que mon adresse a été Ouais. transmise et ainsi de suite. D'accord. Et là, Le jour- on est Le jour de la réunion, il y avait un dirigeant de club qui était là, Il y avait qui a 200 licenciés, et qui, pour savoir qui l'appelait, en fin de compte, a extrait les noms, les numéros de téléphone, il a sa feuille dans son sac. On a eu beau lui dire que c'était pas la bonne solution. Il perd la feuille, il y a les noms, les numéros de téléphone,
de tous ces C'est licenciés. c'est là où nous, on a un gros travail de formation de dirigeants à effectuer, que nous, on peut faire au niveau fédéral. Et je vous invite aussi à vous rapprocher de vos interlocuteurs départementaux et régionaux du mouvement olympique, le CDOS et le CROSS, qui mettent en place le plus souvent pour les adhérents des formations gratuites à destination des dirigeants bénévoles. Ces questions-là sont abordées, les questions de gestion courante, les questions financières. Profitez de ces outils-là et de ce pan du sport français qui est le mouvement olympique pour vous former, ou si ce n'est pas vous qui êtes dans le métier depuis longtemps, on va dire, en tout cas dans l'activité depuis longtemps, vos nouveaux dirigeants. N'hésitez pas à contacter vos CDOS et vos CROSS sur cette question-là. Donc, alors, moi, je maintiens quand même qu'on ne devrait pas pouvoir extraire une liste de quelques noms. On devrait ne pouvoir que consulter mano à mano chaque liste, Ah, mais chaque fiche. Moi, je veux son numéro de licence, Oui, mais je quand veux son tu- adresse mail, mais je n'extrais pas de liste comme ça, si tu par veux faire, extraction. si tu veux faire une recherche globale, je sais pas, moi, sur ton école de tir ou je sais pas quoi, ça sert quand même le requêteur. nous, on a 1200 licenciés, le requêteur est quand même bien pratique. Bien sûr. J'entends la Je remarque, mais en pense fait, le- tout simplement, alors ce sera discuté après avec notre commission informatique et autres. En gros, c'est de ne pas générer un Excel qui se télécharge C'est ça. automatiquement, mais que tout reste, on va dire, sur Itac. Mais après, effectivement, il y a quand même À partir du moment où tu extrais une Non, mais voilà. t'es sous CSV ou sous Excel, donc tu veux, cette fonction-là amène sur ton PC Un fichier qui un se fichier. télécharge, Et donc, du coup, d'accord. c'est le bouton même de la requête qui te permet de violer la loi, en fait. Alors, parce que bien sûr que c'est pratique. Moi, j'ai besoin de savoir les cycles de couleurs, machin. Donc, je me suis dit, cette fonction-là n'a plus lieu d'être parce que comme ça, je ne peux pas. Et si je crée un autre fichier à côté, c'est pas avec c'est moi qui crée la responsabilité. Je commence à écrire sur mon cahier là, tous mes jeunes poussins. J'ai créé un fichier, hein, nom, prénom. Hein. Voilà. Mais là, ça n'engage. C'est le C'est risque. justement que le DBO il Ouais. intervient. Mm. Donc, voilà, il y a la possibilité de faire ses propres fichiers en demandant aux licenciés de déclarer qu'il est d'accord pour que ça soit rentré dans un fichier. Donc, il fait vraiment la distinction. Donc, vraiment, on vous invite vraiment. Non, c'est pas le sujet. Ce que je vous propose, voilà, c'est qu'on continue d'avancer parce que le temps passe et on a d'autres Ouais. sujets à voir. Mais cette question-là est à retrouver du coup sur un module qui a été fait en début de semaine et on fera remonter du coup vos remarques aux commissions concernées. Juste pour terminer très rapidement sur la question de la responsabilité, tout ce qu'on vient de vous présenter là, c'est pas pour vous faire peur, c'est juste pour vous sensibiliser. Et ça sous-entend la question de la prudence. C'est-à-dire en tant que dirigeant, mettez en place les garde-fous qui vont vous permettre de ne pas entrer dans ces questions de responsabilité. Donc, qu'est-ce que j'entends là? C'est par exemple souscrire à des contrats d'assurance qui prennent en charge votre activité. Question simple, hein, basique. On se retrouve des fois avec des clubs qui se retrouvent sur une problématique. Ben ouais, mais notre assurance n'était pas à jour. Notre assurance de club, alors évidemment, il y a des assurances fédérales, mais quand même, prévoyez, réfléchissez à ce que vous pouvez construire en fonction de votre fonctionnement. Ne prenez pas de décision unilatérale. Si vous êtes présidente de club, ne dites pas je suis présidente de club, c'est moi qui choisis. Consultez vos organes, consultez vos statuts. C'est des basiques, hein, on les rappelle, mais c'est pas toujours le cas. Donc, entrez dans cette démarche-là et sollicitez-nous. Nous avons des experts chargés de mission sur certaines thématiques. On va travailler, l'objectif c'est qu'à la rentrée prochaine, tout soit bien en place, mais à une sorte de boîte à outils, à des documents types, à ce qui va vous permettre de vous faciliter et de vous permettre de cadrer votre action pour que vous soyez le moins embêté possible. Mais soyez prudent, entourez-vous et respectez votre fonctionnement statutaire et démocratique, c'est ultra important. Donc on a terminé sur la première partie qui était un rappel contextuel mais qui nous semblait obligatoire. On va entrer dans ce qui va nous intéresser de manière un peu plus concrète et l'objectif de ce module, c'est la question du projet associatif. On en discutait tout à l'heure en off. C'est quelque chose qui nous semble absolument essentiel dans notre tir et dans notre volonté structurelle d'avoir un sport qui se projette et qui a une vision à moyen et long terme. Le projet associatif, qu'est-ce que c'est? On va parler d'un document qui va, donc on va parler aussi en Olympiade, parce que c'est souvent comme ça qu'on fonctionne. Donc, petit rappel, une Olympiade, c'est la période entre deux Jeux olympiques sur laquelle, en tout cas dans notre fonctionnement, nos élus, que ce soit dans les clubs, dans les comités, dans les ligues et à la fédération, sont élus afin de mettre en place leur projet. La mise en place d'un projet associatif, quelle que soit sa forme, alors certains vont faire des grands dossiers rédigés, certains vont peut-être plus le faire sous format de fiche action,
Ça se travaille et nous, on peut vous accompagner aussi pour prendre un modèle qui vous siera le mieux par rapport à votre fonctionnement. Mais l'objectif, c'est de questionner son activité, ses acteurs et son organisation. Comment je fonctionne? Et à travers mon fonctionnement, vers quoi je peux tendre? C'est vraiment cette idée-là. Euh, la réflexion première va être faite à travers de l'échange, de la discussion, mais l'objectif d'un projet associatif, c'est de pouvoir formaliser ces discussions, ces débats et ces échanges, pardon, afin de posséder une ligne de conduite sur l'avenir et d'avoir une perspective sur plusieurs années. Ça permet aussi de fixer des points d'étape afin de ne pas non plus se dire ça, est-ce qu'on aura le temps de le faire ou pas? Ça nous permet de dire ben, la première année, on va peut-être privilégier des actions en faveur de la jeunesse. Sur la deuxième, on va essayer d'ouvrir notre modèle à une féminisation accrue de notre club. Et la troisième, développer par exemple une volonté de perfectionnement au sein du club. C'est vous qui les fixez, c'est vous qui choisissez, mais à travers ça, vous allez pouvoir consolider votre structuration. Et aussi, c'est ce qui va peut-être nous intéresser, et vous allez peut-être pouvoir en parler, c'est d'avoir une légitimité vis-à-vis de vos partenaires. Quand vous allez faire des demandes de subventions, quand vous allez demander à avoir de l'aide à l'équipement, quand vous allez avoir besoin d'un soutien, par exemple en nature avec des partenaires privés locaux, qu'est-ce que vous faites? C'est un peu la question, si je dois schématiser et être un peu plus vulgaire. On va se dire, mais ouais, dans le club de tir, ils viennent nous solliciter, mais qu'est-ce qu'ils font réellement? Quel projet ils ont? Vers quoi ils veulent tendre? Oui, si je m'associe à vous, ça m'intéresse, mais vers quoi on va? C'est pas moi en tant que partenaire qui vais vous définir votre action. Donc j'ai besoin d'avoir sur le terrain des personnes qui maîtrisent leur sujet et qui ont une vision de construction afin qu'on puisse travailler ensemble. Donc c'est vraiment cette question de structuration et de légitimité qu'on va essayer de retrouver à travers un projet associatif. Et en termes de terminologie, on va parler plus de projet associatif pour les clubs et pour des organes un petit peu plus structurés comme les ligues, on parlera de plan de développement. Je ne sais pas si vous avez un petit mot à dire sur ça et son importance par rapport à ce que vous avez pu voir sur vos expériences passées au niveau local. Alors, ce que je disais tout à l'heure en off avant cette visio, c'est que je suis tout à fait conscient que c'est très difficile pour les clubs euh, de, de mettre en place ce projet associatif parce que ça impose, en fait, ça impose un travail d'introspection et de réflexion qui n'est pas toujours facile à faire. Là aussi, un petit peu de manière un petit peu humoristique, qui suis-je, où vais-je, dans quelle étagère? Et du coup, je veux faire quoi? À part tirer, je veux faire quoi? C'est pas simple. Et comment on le traduit de manière concrète avec des actions? Voilà. Parce Et à qu'évidemment, partir de là, déjà, une fois que j'ai dit, une fois que j'ai réussi à peu près à me dire qu'est-ce que je veux faire. Voilà, ok. Voilà, qu'est-ce que je veux faire maintenant? De ça va découler le reste. De quoi est-ce que j'ai besoin comme moyen? De quoi est-ce que j'ai besoin comme moyen humain? De quoi est-ce que j'ai besoin comme moyen matériel? Je veux organiser et pérenniser tous les ans une compétition au sein de mon club. Ok, je vais m'y prendre comment? C'est pas juste dire on va faire une compétition. Non, je m'y prends comment? Dans quel but? Avec quel objectif? Je vais avoir besoin de combien de bénévoles pour gérer ma compète? Qu'est-ce que je vais mettre autour? Est-ce que j'y mets de la restauration, une buvette, etc., etc. Bon, au-delà de ça, je veux développer mon école de tir. Super, super. Alors, je veux développer mon école de tir. Qu'est-ce qui a aujourd'hui fait que j'ai pas réussi à la développer? Ou que, voilà, les freins sont où? Donc, à partir de là, sur quoi je vais devoir travailler pour lever ces freins? Est-ce que c'est une question d'encadrement? J'ai pas assez de bénévoles? Est-ce que c'est une question de matériel? Est-ce que c'est une question de disponibilité du stand, de créneaux horaires, voilà. En fait, c'est à la base, je dois faire un travail d'analyse. Je dois analyser ma situation aujourd'hui. Et ensuite,
Pour aller où? Voilà. Vous me faites une très bonne transition, comme on dit, sur la question de la méthodologie. Évidemment, nous, là, on vous parle de projet associatif. Là, on a juste, on va dire, questionné un peu l'objectif. Mais comment on construit, et c'est là où vous avez raison, c'est que sur la question de l'analyse, c'est qu'on commence par un état des lieux. Par état des lieux, c'est-à-dire un peu le point de départ de votre association à l'instant T. Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui fonctionne moins bien? Euh, Ce point de départ de construction du projet, faut qu'il soit en capacité, et ça c'est peut-être le plus facile, de déterminer les points forts de votre association. Qu'est-ce qui fonctionne? Ça souvent c'est pas le plus compliqué à mettre en valeur par définition. Là où vous allez avoir le travail le plus compliqué, c'est d'aller cibler vos axes d'amélioration. Comme vous le disiez Guy, c'est pourquoi ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas et comment je peux y remédier. Donc pour ça, on a des outils qui peuvent être quantitatifs ou qualitatifs pour identifier vos soucis. Quand on parle de quantitatif, pour être un petit peu plus concret, c'est la question des statistiques. Quel est mon nombre de licenciés? Comment il a évolué sur les dernières années? Quel est mon taux de féminisation au sein du club? Lorsque j'ai des jeunes, est-ce que c'est de la création? Et si oui, est-ce que j'arrive à les garder dans le temps? C'est voilà, c'est l'ensemble de ces données qui vont vous permettre, dans un premier temps, quantitativement, de se dire, là, on a des forces sur les jeunes, là, on est en difficulté sur les féminines. Là, on a de l'accessibilité par attire et on se développe là-dessus. Sur le perfectionnement et le haut niveau, l'accompagnement de nos meilleurs jeunes, on est en difficulté. C'est ces données-là que vous allez devoir essayer de récupérer. Alors, on vous demande pas de faire des graphiques sans fin à base de courbes, mais il faut que vous arriviez à avoir conscience de l'environnement dans lequel vous évoluez. Et pour cela, il y a la partie aussi qu'on appelle qualitative. Donc là, on va pas parler de chiffres, mais on va parler un petit peu de fonctionnement, d'environnement, et cette idée de dire quelle discipline je pratique au sein de mon club. Évidemment, j'ai pas de jeunes, mais si j'ai pas de 10 mètres, voilà, il y a peut-être aussi un lien de cause à effet. L'état des infrastructures. Est-ce que mon voisin, lui, qui a réussi à faire des travaux d'accessibilité, bah forcément, il attire plus de monde que mon club où on a des infrastructures qui sont vétustes et où on n'investit pas dans la prestation que l'on propose à nos adhérents. Le lien avec les partenaires institutionnels, avec qui m'aide, qui ne m'aide pas. La place de votre association dans votre tissu associatif. Est-ce que le tiers, c'est quelque chose qui est connu, qui est reconnu? Quelle est la vision globale, préjugée ou non, qu'on a de mon association? C'est l'ensemble de ces informations qu'il faut que vous arriviez à fixer parce qu'elles vont vous mettre un point de départ et vous orienter déjà très fortement sur vos points à travailler et donc à vous commencer à dessiner les projets que vous allez pouvoir mettre en place pour remédier à ça. Donc cette analyse, comme tout à l'heure sur la question décisionnaire et statutaire, ne la faites pas tout seul, ne la faites pas tout seul. Mobilisez votre comité directeur, parce que j'imagine que vous avez des gens compétents sur telle ou telle thématique, que ce soit par leur voie professionnelle, leur expérience passée dans d'autres associations. Sollicitez les personnes qui vont être plus à l'aise sur le financier, ceux qui vont être plus à l'aise sur le social, ceux qui vont avoir une sensibilité à l'éco-responsabilité. Voilà, vous avez des ressources humaines, on sait qu'elles sont beaucoup sollicitées, mais sur des thématiques, profitez de l'expertise de chacun. Si vous n'avez pas d'expertise dans votre comité directeur sur tel sujet, consultez vos adhérents. Vous avez probablement des gens compétents qui sont pas forcément engagés parce qu'ils n'ont pas le temps dans votre vie statutaire, organisationnelle au quotidien. Par contre, ils seront peut-être à même de vous proposer un coup de main et de vous aider dans cet état des lieux. Franck, si vous pouvez peut-être parler au niveau ligue, de l'importance d'un plan de développement, à quoi ça consiste et à Alors, quel point c'est essentiel. le plan de développement ou effectivement le projet associatif, c'est moi ce que je considère parfois un gros mot par rapport à en fait des actions juste concrètes et pratiques. C'est effectivement parfois le quotidien du bénévole. On est dans le quotidien, effectivement, on gère l'association, on gère tout ce qu'il y a à gérer. Et on ne prend pas le temps de prendre quelques secondes, minutes, heures de recul en se disant qu'est-ce qu'on a envie de faire pour notre association dans 1 an, dans 2 ans, dans 4 ans, dans 10 ans, qu'est-ce qu'on a envie de laisser? Et c'est tout simplement l'exercice euh, qui est à faire, de quoi on part, vers où on veut aller, euh, et des choses vraiment, encore une fois, c'est pour ça que je parle un peu parfois de gros mots, mais des choses vraiment concrètes. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Est-ce qu'on a envie de développer
le tir de compétition? Est-ce qu'on a envie de développer le tir de loisir? Est-ce qu'on a envie de développer le tir chez les jeunes? C'est, c'est, et c'est tout simplement à partir de ces petites questions qu'on va se poser qu'on va établir effectivement des grands axes de travail. Alors, c'est vrai que pour une ligue, on va dire que c'est plutôt facile, entre guillemets, puisque notre mission, c'est de décliner le projet fédéral, le projet de la Fédération française de tir. Donc, par les assemblées générales de la Fédération française de tir, par les ateliers de la Fédération française de tir, on nous fixe les grands axes de développement de la Fédération française de tir. Et notre mission en tant que ligue, c'est de les décliner effectivement sur notre territoire. Mais l'exercice effectivement des associations, c'est après effectivement aussi de partir de ce plan de développement national et de voir effectivement ce qui les intéresse et ce qu'ils souhaitent vraiment mettre en place dans les clubs. On a eu une discussion très intéressante juste avant, pendant les petits déjeuners des dirigeants, sur les cibles électroniques. Les gens nous disent, ah, on voudrait une cible électronique. Mais la question qui peut se poser, c'est pourquoi faire? Est-ce que c'est pour préparer nos compétiteurs voilà, au haut niveau à la compétition pour justement être performants sur les championnats de France, ou est-ce que c'est pour des choses plus ludiques pour accueillir justement de nouveaux adhérents et donc tout simplement ne serait-ce que se poser cette question-là, on va pas forcément peut-être choisir le même modèle, le bon mot, enfin on va peut-être changer de modèle de cible électronique pour justement répondre à la demande et aux besoins que l'on a identifiés. Et une cible électronique, pour avoir une cible électronique, c'est pas pertinent non plus parce que vous allez aller voir les collectivités en disant voilà, bah, nous on a un projet, c'est acheter une cible électronique. Ils vont vous regarder, oui, pourquoi faire? Est-ce que c'est la première pour ensuite en prendre d'autres par la suite pour équiper un stand complet, pour faire justement de l'accès à la compétition, pour faire de l'initiation, pour faire progresser vos tireurs, pour organiser des compétitions. Donc en fait, une question simple au départ en disant on veut une cible électronique, on voit qu'il y a plusieurs plans de développement et plusieurs actions possibles et stratégies derrière. Donc en fait, il faut faire l'inverse, il faut définir les stratégies et après on va regarder quels sont vos besoins pour atteindre et voilà ces stratégies et ces objectifs que vous vous êtes définis. Et c'est effectivement voilà, le vrai exercice, c'est de s'asseoir à plusieurs et faire un vrai brainstorming devant un tableau blanc en se disant qu'est-ce qu'on a envie de faire avec notre association. C'est exactement ça, et c'est le premier point de la méthodologie, c'est la question stratégique. Vous avez employé le bon mot. Et c'est là où, alors, c'est peut-être des termes qui paraissent un peu techniques, mais stratégie et opérationnelle, c'est comment on passe de la réflexion à la mise en œuvre. C'est vraiment ce que là, on va essayer de Moi, jouer si vous avez une prévision. non, juste un petit mot. Quand on en est, à l'état des lieux, et notamment pour les présidents, soit de clubs, soit de comités départementaux, soit de ligues, lorsqu'on est président depuis déjà un certain temps et qu'on travaille sur le projet associatif, accepter la critique. Ça, c'est compliqué, hein. On a certains présidents de clubs qui sont là depuis des décennies. Il y a des jeunes derrière qui poussent, mais Accepter la c'est critique. compliqué, hein. Accepter l'échange, le débat, c'est ça. Voilà. C'est pour ça qu'alors, on Ouais, parle mais d'axe d'amélioration, c'est la manière dont on il peut faut le dire, lancer le débat, hein. c'est ça. Il faut la rejoindre dans l'effet inverse. Le président qui accepte la critique, il n'a personne derrière pour la faire. Malheureusement. Et la question de la Non, mais mobilisation ça, c'est le- aussi, Oui, non, mais voilà. et ça nous aussi de travailler à avoir des dirigeants qui n'ont pas peur de prendre la parole, d'exposer leurs idées. Et on parlait aussi tout à l'heure de la question des petits clubs, entre guillemets, a été abordée sur la rencontre précédente. Il faut pas se minimiser. Il faut pas avoir peur de se lancer. Un projet, il faut qu'il soit proportionné à la taille de votre infrastructure. C'est pas parce qu'on est un club de 15 adhérents qu'on ne peut pas avoir de projet. Évidemment, ça va pas être en référence avec un projet de ligue. Les ressources ne sont pas les mêmes, qu'elles soient humaines, financières. Mais si le projet, c'est de passer de 15 adhérents à 20, c'est déjà un beau projet. Et même si le budget, il est de 3 000 euros à l'année, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour aller chercher ces 4-5 licenciés supplémentaires qui vont nous permettre peut-être de pouvoir faire les travaux d'équipement et d'améliorer l'état des lieux qu'on a fait à l'instant T. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas, n'ayez pas peur.
ne vous dévalorisez pas vis-à-vis soit de la taille de votre association, soit de votre budget, ou en tout cas tout ce qui pourrait vous paraître être un peu dérisoire, c'est pas le cas. Ce qu'il faut, c'est proportionner à sa taille, à son ambition et à sa volonté. D'où le fait de l'écrire et d'avoir une marge sur plusieurs années. Ça nous permet aussi de faire les investissements en conséquence. Quand je parle d'investissement, je parle d'engagement, pas forcément Après, les financier. clubs ont vraiment besoin d'aide là-dessus, hein. Nous, au niveau de la Ligue, on est dans cette démarche-là, où là, on va impliquer beaucoup plus les CODEP pour qu'eux aussi s'investissent plus dans leur club, parce que la Ligue ne peut pas être partout non plus, mais on a aussi souvent des CODEP qui sont un petit peu à la traîne. Voilà, ils vont recouvrir les informations, ils vont s'occuper de leurs départementaux, mais en dehors de ça, dans l'aide au club, c'est compliqué. Ils n'ont pas non plus toujours les informations et la formation pour aller aider de façon concrète et utile, quoi. Alors là, vous pouvez peut-être faire le lien avec ce qui est aussi le projet de la mandature, c'est de bien faire ce lien entre la fédération, les C'est ça. ligues, les comités et les clubs pour que le ruissellement Oui. soit fait de manière la Alors, plus compréhensible possible. Là aussi, par expérience, il faut effectivement bien considérer que pendant très très longtemps, les comités départementaux ont été laissés de C'est côté. ça. oui. C'est ça. Je me souviens qu'on peut peut-être encore trouver d'ailleurs, un organigramme de la Fédé où tout était bien relié. Et De côté. là-bas, Ouais, à droite, parce qu'en plus je revois l'image de l'organigramme, et là-bas à droite, les il y collègues. avait comité départementaux. Et du coup, on pouvait se demander, mais en fait, pourquoi il y a comité départementaux qui est relié à quasi rien du tout? Pour faire Ouais, les ouais, Donc, ouais. donc du coup, c'est quoi l'avis d'un comité départemental, à part, effectivement, organiser le premier échelon de nos compétitions, soit les championnats départementaux. Et en Ça va dehors de plus loin que ça, ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les ligues voilà. ont un sacré travail à faire par rapport à Non, non, mais ces voilà. comités. Or, aujourd'hui, la Fédé a infléchi sa politique par rapport aux comités départementaux. J'en veux pour preuve, par exemple, ce qui se passe avec la formation, où aujourd'hui, on a délégué une part de la formation aux comités départementaux, notamment sur la formation CAC, en attendant que ça redescende au niveau club. Mais en tout cas, aujourd'hui, la formation CAG est censée se faire au niveau des comités départementaux, donc on leur attribue une fonction qu'ils n'avaient absolument pas jusqu'à maintenant. Ouais. Voilà. Alors après, effectivement, on revient sur des fonctionnements plus, je veux dire, plus particuliers en fonction des ligues, selon la politique de la ligue, ce qu'elle souhaitait faire, comment elle-même voyait ses comités départementaux, etc. Mais voilà, c'est vrai que l'idée, c'est quand même, à un moment donné, chaque structure a son rôle à jouer dans Dans le processus. dans le processus. Je veux dire, la Fédé, si on part du haut, la Fédé ne peut pas s'impliquer de manière accentuée, ni dans la vie des ligues, encore moins dans la vie des clubs, etc., etc. Les ligues n'ont pas non plus à s'impliquer dans la vie d'un club. La ligue peut avoir un rôle de conseil, peut apporter une aide, etc. Mais c'est pas la ligue qui va gérer le club. La ligue, elle gère pas le club. Déjà, elle se gère elle-même, c'est déjà pas mal. Et voilà, et elle gère pas le club, etc., etc. Et je pense que, enfin, en tout cas, nous en sommes convaincus. Probablement qu'une des plus grosses tâches qui nous attend, c'est ce que je disais tout à l'heure, enfin, je sais plus si c'était hier ou avant-hier, dans le cadre du petit déjeuner, où je disais, un président de club qui me faisait remarquer qu'il n'y avait pas de communication, enfin, le manque de communication entre les différentes structures. Et c'est ce que je disais, je dis oui, mais effectivement, c'est vrai, c'est une réalité. Chacun vit sa vie. Chacun vit sa vie. Voilà, jusqu'à maintenant, il vivait sa vie. Et puis sa vie. Puis les ligues vivaient la leur. Enfin, chacun vivait sa vie. Le club vivait sa vie. Et quelquefois, là aussi, enfin, moi, dans l'exercice de mon mandat de président de ligue, plusieurs fois, j'ai dit au club, vous revenez vers moi soit pour me dire, en gros, ah, il m'arrive ça, je suis un peu dans le caca, je fais quoi maintenant?
Mais en fait, j'ai jamais eu de nouvelles de toi. Hmm. J'ai jamais eu de nouvelles de toi. À part le fait que tu m'envoies ton PV d'Assemblée Générale tous les ans, en dehors de ça, Bah, une AG par an, ils sont pas capables de vivre, quoi. je sais même pas si. Ah, voilà. Très sincèrement, autant que nous sommes ici, parce qu'on est présents, plus les personnes qui sont en ligne, je crois que vous prêchez des convaincus. On est venu chercher des réponses. Oui, Je suis récemment élu président de Ligue. Dans une semaine, je réunis les présidents de CODEP et on va travailler dans le sens de ce que vous dites. Je veux construire quelque chose, impliquer les CODEP. Je reçois ce que vous dites, je le vis là depuis que je suis élu à la présidence de la Ligue. J'ai déjà eu plusieurs cas, beaucoup de téléphones, il se passe ça, effectivement. Et la sensibilisation au niveau local que nous, on essaie de mettre en place à travers ces modules-là, elle va forcément de toute façon rejaillir sur vos comités départementaux, puisque de manière assez générale, les comités départementaux et leurs comités directeurs sont souvent composés des présidents de clubs, des clubs qui la composent et qui sont adhérents. Donc c'est là où il faut qu'on ait vraiment ce travail commun, où la formation de dirigeante va pouvoir rejaillir sur l'ensemble des échelons et surtout sur les moins structurés. Et c'est là où on va pouvoir assurer cette structuration et ce lien dont on parlait, ce ruissellement du fédéral jusqu'au local. Et le projet associatif rentre dans cette action. On peut peut-être passer à la deuxième partie. En tout cas, la suite méthodologique du projet associatif, c'est que lorsque l'état des lieux a été effectué, lorsqu'on a trouvé, au moins on a essayé de cibler la question du pourquoi, j'en suis à telle analyse à ce moment-là, c'est quels vont être mes besoins et mes objectifs pour avancer. Donc en fait, on va rentrer dans la question du comment d'un point de vue méthodologique. Pour simplifier, si je dis pourquoi mon association elle marche, ben, on va dire mon association elle marche parce que les gens ils aiment tirer. Ok, c'est pourquoi tu manges des fraises? Parce que j'aime ça. Bon, voilà, c'est un peu cette question-là. Là où on va, enfin, là où vous en tant que dirigeant et dirigeant, vous devez aller plus loin, c'est comment j'en arrive à faire que mes adhérents aiment le tir. C'est qu'est-ce que je propose de manière concrète pour aller dans cet objectif-là. Et c'est là où on va parler, mais sans pour en discuter après, si vous avez des questions, c'est sur la question un petit peu de la problématisation, c'est-à-dire comment je peux passer une étape supérieure, comment je peux aller chercher tel public, comment je peux me renouveler d'un point de vue éco-responsable, comment je peux former de futurs champions dans mon club parce que c'est la politique que mon comité directeur souhaite mettre en place. C'est vraiment cette question-là, et donc pouvoir ressortir de votre état des lieux, comme on l'a dit, les axes d'amélioration afin de pouvoir cibler les besoins. Effectivement, on a un retard sur telle thématique, il faut qu'on le comble. C'est vraiment la question du besoin et des objectifs. Et ça va découler de manière assez naturelle. On a remarqué ceci, on a remarqué cela. Ben, peut-être que notre action, on n'y avait pas pensé, mais elle doit se diriger vers là. Donc c'est vraiment inscrire des objectifs clairs permettant ensuite pour vous, lors de l'élaboration de votre projet, de pouvoir avoir un suivi étape par étape. Donc, de l'analyse et de l'état des lieux, on essaye de ressortir les besoins et objectifs. Ça me permet de rebondir sur ce que vous disiez, d'être en capacité d'accepter la critique. L'objectif non plus n'est pas de se flageller. Non. Ce qu'il faut, c'est objectiver. C'est la question, c'est essayer d'être le plus neutre possible et d'avoir le plus de recul possible. Presque comme si c'est pas mon association. Moi, je vois ça, je prends du recul. Ça me fait ressortir comme réflexion? Alors, même si c'est pas facile, hein, de travailler sur soi-même, euh, dans tous les domaines, dans toutes les parties de la vie, c'est compliqué. Pour une association, c'est un petit peu pareil. Mais plus vous allez réussir à vous détacher et à objectiver les résultats que vous allez trouver de votre état des lieux, plus vous allez pouvoir fixer des objectifs clairs qui vont vous permettre de thématiser et de pouvoir rentrer dans un processus de construction d'action. Et là, on va rentrer dans le concret. C'est-à-dire, qu'est-ce que je... C'est super intéressant sur des championnats, sur des écoles de tir, des choses comme ça. C'est quand on a des parents qui viennent ou avec des amis et tout. Et quand on discute un petit peu avec eux, en fait, quand ils nous font prendre conscience, rien que sur ce qui se passe autour, et ils nous mettent des petits boutons d'alerte. Ah bah ouais, mais c'est vrai, ça c'est bien, mais alors ça. Et là, si on écoute ces gens-là, souvent, ça fait progresser beaucoup de Voilà. choses. Des gens qui n'ont rien à voir à la base, qui ne sont pas tireurs du tout, quoi. Et qui arrivent dans nos structures et qui, des fois, nous font des réflexions, qui amènent la réflexion, hein. Mais
La mise en collaboration des deux visions est très souvent intéressante. On peut parler de concret et personnellement, je peux en parler. Ça fait 8 ans que je suis dans le tir, mais je ne suis pas tireur. Mhm. Donc j'ai découvert la discipline. Je suis venu moi aussi avec mes expériences. J'ai pu travailler en escrime, j'ai pu travailler en e-sport, j'ai pu travailler dans un conseil régional. Donc j'ai pu voir aussi comment se structurait le sport ailleurs. Et souvent la mise en perspective de la vision que je pouvais avoir, même de ma méconnaissance du tir, faisait qu'il y avait des blocages. Mais j'avais mes élus, j'ai les équipes techniques qui me Mhm. disent ça c'est faisable, ça c'est pas faisable. Et en fait, on trouve un petit point intermédiaire. En fait, on adapte notre réflexion et on arrive à avancer sur des sujets. Donc, la confrontation d'idées, je ne sais pas si vous pouvez en parler, c'est quelque chose qui est, parler de débat un petit peu qui est essentiel dans la C'est construction essentiel. d'un projet. Essentiel. C'est ça. Je veux dire, là, on revient toujours aux mêmes racines. Je veux dire, le président ne peut pas imposer Mhm. sa vision des choses. Ça n'est que la sienne, ça n'est que sa vision. Et les autres membres de la SOS peuvent avoir une autre vision, et tant mieux. Il n'y a pas qu'une vérité, il y en Et a c'est tant plusieurs. mieux, voilà, Et chacun exactement. a un regard d'une Absolument. autre manière sur les C'est pour ça choses. que je disais aussi que pour les gens qui sont en exercice depuis un certain temps, c'est accepter une forme de remise en cause. Si on constate que telle chose, finalement, chez nous, ça marche pas du tout. Bon, ça veut pas dire que c'est parce que on n'est pas bon du tout. Ouais. C'est juste ça marche pas du tout. Pourquoi? Voilà. Bon. Donc, quand on a passé ces deux étapes, on va pouvoir rentrer dans qui est la partie la plus concrète d'un projet associatif. C'est la question de la mise en œuvre, c'est la question de l'action. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on met en place de manière concrète, de manière que ça soit ponctuelle ou durable, qui va permettre de répondre aux besoins et aux objectifs qu'on s'est fixés en amont. Euh, Là, c'est vraiment fixer ce qu'on va mettre en place. Là, on va sortir de la partie stratégique sur laquelle on discute ensemble depuis une vingtaine de minutes pour rentrer sur l'opérationnel, et c'est-à-dire j'ai un problème sur la thématique jeunesse. La première année, on va mettre ça en place. On va aller, par exemple, démarcher des accueils de loisirs. On va aller démarcher le collège d'à côté, qui est sur le parking d'en face. On va participer aux rencontres multisports de l'UNSS. Ça, c'est de l'action. Ça, c'est du concret. Donc, c'est là où peut-être on va avoir la partie la plus importante, ou en tout cas celle qui va vous demander un travail financier, réflexif, mise à disposition d'équipements, enfin tout ce qui va rentrer un peu dans le côté logistique aussi. Mais c'est à partir de là. Euh, je ne sais pas si en termes d'action ou de la manière de le mettre en place au sein d'un club ou dans une ligue, vous pouvez peut-être faire une précision là-dessus, l'importance d'arriver à mettre un mot et une action sur une envie ou un objectif. Alors, mettre un mot, ça c'est pas le plus compliqué, c'est voilà, formuler, c'est vraiment quelque part la liste de courses. C'est en un, je fais ça, en deux, je fais ça, en trois, je fais ça. Mais après, c'est d'avoir cette rigueur de fixer un délai, de dire ça c'est pendant d'ici 3 mois, ça c'est d'ici un an, ça c'est d'ici 4 ans. Donc de fixer des délais et des personnes ressources et responsables. Donc qui fait quoi, qui, quoi, quand, comment. Voilà, aller au bout de cette liste de courses. En un, on fait ça, qui s'en occupe, combien ça coûte, et ainsi de suite. Et d'avoir un peu ce niveau de détail et savoir aussi déléguer effectivement, parce que parfois le mauvais réflexe, c'est que le président va dire ça je m'en occupe, ça je m'en occupe, ça je m'en occupe, et Et il s'en occupe il repart avec sa et il liste de s'en occupe courses. à sa façon. Voilà, il repart avec sa liste de courses, alors que peut-être autour de lui, encore une fois, à travailler en groupe, il aurait des personnes plus compétentes et plus intéressées pour prendre telle ou telle action. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut travailler justement, de savoir voilà, déléguer et partager le travail. Justement, en partageant, on implique beaucoup plus de monde. Et souvent, on dit seul on va vite, ensemble on va plus loin. Donc c'est un peu dans cet esprit-là, il faut emmener aussi, il faut qu'un président sache emmener avec lui voilà, son comité directeur, son bureau, et après c'est tous ses licenciés. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut savoir dispatcher les différentes tâches, les définir un délai et définir effectivement une personne qui va prendre ce point, qui va le faire
qui s'engagent à le faire avancer. Voilà un peu la stratégie, Et puis, effectivement. d'un point de vue très opérationnel et très méthodologique, n'hésitez pas à lister toutes les idées que vous pouvez avoir. J'ai même envie de dire même les plus farfelues, ou en tout cas celles qui vont être peu réalisables. Et vous remarquerez qu'en fait, la proposition de coupler avec une autre proposition, en fait, va vous permettre de trouver le juste milieu que vous avez besoin et dont votre fonctionnement a besoin pour aller avoir de l'impact sur votre tissu local. Et c'est là où c'est important. Donc, n'hésitez pas à échanger, n'hésitez pas à lister, même si des fois, ça vous paraît complètement un petit peu farfelu ou inenvisageable. Vous allez voir qu'au final, il y a peut-être une adaptabilité à travers des partenaires, à travers des membres de votre club qui ont des ressources, des connaissances, des réseaux qui vont vous permettre de le faire. Donc, mise en œuvre du projet, listez, et lorsque vous avez validé en comité directeur les actions à mettre en place, bah foncez, réservez un créneau, choisissez un horaire, communiquez, et vous vous lancez. On veut faire une porte ouverte destinée aux moins de 20 ans. Vous communiquez, vous voyez si vous pouvez diffuser votre information au sein des établissements scolaires locaux, au sein des mairies dans leurs espaces jeunes. Voilà, vous voyez aussi avec qui vous pouvez travailler pour que votre message passe. Si jamais c'est plus compliqué, parce que des fois on tombe aussi face à des murs, ne pas hésiter à se déplacer, demander un rendez-vous avec les élus en charge. Peut-être que la première année, vous ne serez pas entendu. Peut-être que la deuxième, il va venir voir, ça ne se fera pas. Et peut-être que la troisième, vous arriverez à mettre en place vos projets. C'est aussi le fait de ne pas se décourager. On sait que c'est pas simple, mais des fois, une action, ça met longtemps à se mettre en place. On aimerait bien tous pouvoir dire, on a cette idée-là, dans 3 semaines, on la met en place. Parfois, vous allez penser que ça va être simple et vous allez avoir des freins. Par contre, n'abandonnez pas, gardez ça en tête. Et si jamais les freins sont trop importants, réadaptez. Ça, c'est une question qui est importante. Et là aussi, où l'échange est ultra important avec vos collègues dirigeants, c'est de partager sur ces questions-là. Donc, mettre en œuvre le projet. Alors, moi, enfin, pour moi, deux réflexions qui, là aussi par expérience, me semblent essentielles. C'est lors de la mise en œuvre du projet, de la définition des actions, ne rien s'interdire. Là, Ne rien s'interdire. Parce que sinon, ah oui, je veux après, dire, il y a rien. Le projet, il est caduque quasiment dès le départ. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est vraiment, qui est le dernier point de l'écran, cibler les personnes ressources. C'est-à-dire, c'est bien, moi j'ai, encore une fois, par expérience, de nombreuses fois, on a défini l'action, on la vote, ouais, on fait ça, ok. Sauf qu'on a oublié, on fait ça, mais qui s'en occupe? ça non plus. 3 mois après, au fait, là, On est on où? en est où? Ouais. Euh, euh, Oui, tu avais dit que tu Vous avez le point suivant où vous trouvez quelqu'un qui dit je m'en occupe, et si vous ne faites pas de suivi, eh ben, vous en arrivez à ce que vous venez de dire, parce qu'il n'y a rien qui Bien avance. sûr. voilà, suivi de l'action. Suivi de l'action et par extension, évaluation de l'action. Voilà. Ouais, on voit que déjà, vous avez quand même une certaine propension à réfléchir de la bonne manière. Mais c'est cette question-là. Ensuite, c'est, j'ai réussi à mettre en place mon action. Elle a été réussie ou non. Mais ça, il faut que je sois capable de le dire. Il faut que je sois capable de le quantifier. Il faut que je sois capable d'avoir toujours, comme pour l'état des lieux, la prise de recul nécessaire pour me dire, sur ça, on a réussi. Sur ça, on a encore de l'amélioration à avoir. C'est ultra important et pour ça, moi, je peux vous inciter à fixer des indicateurs. Pour ça, vous êtes totalement libre de les fixer. Mais par exemple, on veut faire une journée en faveur des féminines avec d'autres associations locales du territoire. Dans mon projet, je me mets un indicateur de base avant que ça commence. On aimerait avoir 50 féminines qui viennent sur la journée. Sur votre évaluation, combien on en a eu? Est-ce qu'on en a eu 20? On est déçu. Est-ce qu'on en a eu 35 et c'est plutôt de bon augure? Ou est-ce qu'on a complètement dépassé les ambitions qu'on avait et au final on s'est retrouvé avec 80 et même avec pas assez de personnes pour pouvoir toutes les accueillir? C'est ça la question de l'évaluation, c'est se projeter ou en tout cas être en capacité de prendre le recul nécessaire sur ce qui s'est passé pour pouvoir ensuite, dans le futur,
réagencer, réadapter, continuer, pérenniser ou parfois arrêter. Ça peut être aussi ça. Il faut pas non plus s'interdire le fait de dire on a raté ou ça n'a pas fonctionné parce que notre contexte n'est pas favorable, parce qu'on n'avait pas les gens pour, parce qu'on manquait de moyens. Et peut-être qu'on remettra ça sur la table dans plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs années. Ça, c'est pas un problème. Mais ce qu'il faut, c'est toujours avoir cette cohérence d'analyse qui va vous permettre d'aller toujours dans le bon sens. Si vous vous êtes engagé, si vous êtes en capacité de vous évaluer, alors ça marchera tout le temps. Alors quand je dis ça marchera tout le temps, je parle du fonctionnement de votre association et de votre durée dans le temps. Alors évidemment, il y aura des gens qui critiqueront, il y aura des gens qui applaudiront, mais ce qu'il faut, c'est être en capacité de leur expliquer. Et quand on est en capacité de s'évaluer, on est en capacité derrière d'expliquer. On en parlait ce matin, alors c'est pas sur une question de projet, mais sur la question des cotisations, c'est un peu pareil. Certes, on vous demande une augmentation des cotisations, mais il faut que derrière, il y ait une argumentation pour ça. Un projet associatif, sportif ou de développement, c'est un peu pareil. Oui, on va mettre les moyens pour mettre en place telle action, parce qu'on a remarqué ça. Et oui, on va continuer sur l'année prochaine, parce que cette année, ça a marché. Ou non, on va arrêter, parce que ce qu'on a fait, c'était pas la bonne manière de le faire ou d'aborder le sujet. Ça s'appelle la pédagogie. C'est la pédagogie, la cohérence et l'explication. C'est l'argumentation, c'est la pédagogie. Donc, Expliquer les choses. pour ça, il y a plusieurs outils, mais on pourrait revenir dans des documents plus complémentaires. Là aussi, on peut repasser par des statistiques. Je vous parlais par exemple de la fréquentation sur une action. On peut aussi aller discuter de manière formelle ou informelle avec les gens qui ont participé à votre action pour avoir leur retour. Ah oui, ça c'était bien. Ah mais ça serait bien que vous le fassiez comme ça. Voilà, ça va vous permettre aussi, vous, de cibler et en tout cas de pouvoir améliorer votre dispositif au fur et à mesure du temps. Là, moi, je vous ai mis organiser des tables rondes, mais tout dépend en fait après du type d'action que vous allez mener et de ce qui vous estime être de ce que vous estimez être le plus pertinent pour avoir un retour sur votre action. On peut rentrer dans le concret, par exemple. Prenons cette action-là, des rencontres du développement, pour reprendre un petit peu les étapes qu'on vous a présentées juste avant. Au département développement, et en lien avec les élus, on s'est dit, enfin, tout d'abord, l'état des lieux a été fait par les élus de dire le lien avec les clubs et les dirigeants est parfois pas assez présent, ou en tout cas, selon les retours qu'on a, rompu. État des lieux. On a un manque. Ensuite, besoins et objectifs. Donc, on peut le problématiser. Comment arriver à resolidifier ce lien et avoir une communication claire et une diffusion de l'information entre les volontés fédérales et leur application sur le territoire. Besoin, ça c'est la problématique. Les objectifs, donner de l'information à nos dirigeants, à être sûr qu'on réponde à leurs interrogations sur des dispositifs qui peuvent être parfois complexes. Et troisième objectif, pouvoir travailler sur un panel généralisé afin de, à l'avenir, recentrer sur des problématiques peut-être un peu plus précises. Mise en place de l'action, on s'est dit, organisation de modules en visioconférence lors des temps forts que sont les championnats de France 10-18 mètres, pour faire ce lien. Deuxième action qu'on a pu se dire et sur laquelle on va mettre en place, c'est créer des boîtes à outils avec des documents généralisés, globaux, qui vont vous permettre de vous faciliter votre fonctionnement. Ça va sortir aussi. Troisième réflexion qu'on a, c'est la création dans les prochains mois d'un futur guide du dirigeant qui va vous permettre sur les questions statutaires, sur les questions de projet, sur les questions sportives, sur les questions de formation, que vous ayez les réponses directement aux questions les plus souvent posées. Trois types d'actions. Donc là, on est en train de les mettre en place. Nous, notre objectif avec le département et les élus, ça va être en juin ou en août, à la fin de la saison, d'évaluer notre projet. Châteauroux, c'était comment les championnats de France, les visios? On a eu des bons retours sur ça. On nous a dit que ce serait intéressant d'améliorer ça. Comment l'année prochaine on peut remettre le dispositif sous un nouveau format peut-être, sous le même, si ça a marché. Vous voyez, j'essaie de vous montrer un peu l'idée concrète de comment ça marche. Et à partir de là, quand on aura fait cette évaluation à la fin de la saison, et ça me fait une transition toute trouvée sur la dernière. Voilà, désolé. C'est la question de la perspective. C'est vers quoi on va pouvoir s'engager à l'avenir pour améliorer notre projet. Donc, si on en vient à une schématisation globale, mais ça, c'est des genres de documents que vous pourrez retrouver à l'avenir, qu'on essaiera de vous mettre à disposition. C'est une fiche action qui va reprendre un peu ce qu'on vient de dire. Première case, le constat, l'état des lieux. Quels sont les indicateurs? Le deuxième, c'est l'enjeu.
quelles problématiques ça pose et vers quoi je veux tendre. Troisième objectif, qu'est-ce qu'on souhaite en termes d'impact sur notre projet. Quatrième, quelle action concrète on met en place. Cinquième, est-ce que mes critères d'identification, mes indicateurs d'évaluation sont respectés ou est-ce que j'ai des choses à changer. Donc ça, après, on vous le mettra à disposition. Ça sera par exemple ce genre de documents qui seront dans les futurs guides dirigeants avec lesquels vous pourrez, en mettant vos logos, travailler. Donc, Et- Franck. Non, je voulais juste rebondir sur le côté évaluation, garder le même esprit critique que sur l'état des lieux, c'est-à-dire effectivement analyser, avoir vraiment ce retour, faire ce retour d'expérience. Qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on a mal fait, et pas juste cocher la case en disant voilà, on avait un objectif, on l'a réalisé, merci, au revoir. Non, il faut avoir Ah non. garder cette critique ou être ouvert à la critique. Souvent, voilà, c'est ce qui est fait. Par exemple, au niveau de la formation, souvent, on va vous distribuer un questionnaire de fin de formation en vous disant comment vous avez trouvé la salle, comment vous avez trouvé le formateur, comment vous avez trouvé le contenu. C'est tout bête, mais c'est juste c'est pas juste, je suis venu chercher un diplôme, mais je fais aussi un retour sur comment je l'ai perçu. Et c'est la même chose à faire sur ces actions de développement, se faire un retour d'expérience critique. Qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire? Est-ce qu'on a bien communiqué? Sur le fond et sur la forme, voilà, sur l'action en elle-même, est-ce qu'elle était pertinente? Et sur la manière dont on l'a réalisée, est-ce qu'on a toujours été pertinent de A à Z? Et ça, c'est un vrai exercice. C'est pas fait systématiquement parce que justement, parfois, on est un peu voilà, on passe à autre chose, on a réalisé une action, on la clôture, on passe à autre chose, mais encore une fois, prendre le temps de prendre un petit peu de recul et avoir cet esprit critique en disant qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire, même si on a réussi et qu'on a coché tous les indicateurs, est-ce qu'on n'aurait pas pu un peu se faciliter la vie sur certains points et voilà, se le marquer, se le retenir, le mettre noir sur blanc pour la prochaine fois justement gagner du temps. On va pas aller plus loin. Je vous avais dit 45 minutes, on est à 1h40, mais les échanges étaient hyper enrichissants. Donc, on va. Je pense Il y a une que autre, personne n'a il y a une autre partie. manifesté de C'est ça. mécontentement. Il y a une autre partie après suivante, vous aurez sur le contenu, sur la question du futur guide du dirigeant, mais ça, je vous laisserai en prendre connaissance plus tard. Du coup, je vous propose, c'est qu'il nous reste un petit quart d'heure. C'est que si vous avez des remarques, je sais qu'on a déjà une question sur laquelle on va revenir en visio. Je propose qu'on y réponde. Et aussi que nous, on puisse, si on n'a pas été clair sur certaines choses, qu'on puisse y revenir. On a deux questions qui étaient sur la question un peu plus statutaire qu'on a abordée en première partie. On nous demande si une personne qui mute dans un club peut garder son ancien club en second club. Bon, j'ai envie de dire oui. Bah, il n'y a rien. Je pense qu'il y a ok, ça va. Et alors, c'est une question, je ne sais pas si elle est en lien avec celle première. Oui, enfin, je veux dire, statutairement et légalement parlant, oui. Il y a rien qui fait Je pense aussi, pour moi, je vois pas il n'y a pas de problème. S'ils mutent, ouais. On a très très souvent le cas de gens qui mutent pour raisons professionnelles, qui ont passé 10 ans dans un club où ils étaient très bien, où ils avaient très bonne relation avec tout le monde. Ils mutent pour raisons professionnelles et finalement ils se disent oui, mais de temps en temps je vais revenir là et ça me fera plaisir de revenir tirer dans le club dans lequel j'ai passé 10 ans. On va pas leur dire ah bah non, tant pis, t'es parti, mon gars, maintenant trop tard. Je pense Et non. si on Bah, il y a rien c'est que statutairement, s'il en fait. souhaite continuer à participer à la vie associative justement en cotisant aussi dans son De toute ancien façon, si la club. personne a payé la partie club pour Oui, l'année, Bien sûr. non, il n'y a pas de Non, il y a rien qui il y a rien il y a qui des, sont- il y a des clubs, en effet, quand les gens mutent, c'est de toute façon, toi, je te veux Voilà. plus et je te reprendrai pas. Mais quelque part, la part cotisation a été payée, ils peuvent continuer à venir dans ce club le reste de l'année. Alors, ça nous découle sur une deuxième question. On nous demande si un club peut refuser une adhésion en deuxième licence à une personne. Ah ben, on revient toujours à la base de notre visio, statut, règlement intérieur. Je prévois mes statuts, mon règlement intérieur, qui me permettent de refuser l'adhésion de quelqu'un. Voilà. Et encore une fois, voilà, la formulation deuxième licence, voilà, une deuxième licence n'existe pas. N'existe pas. C'est deuxième Il y a- carte. il y a- Deuxième, c'est la clé club. C'est une transposition il y a pas de- sur la carte deuxième de mon club. Deuxième club, voilà, effectivement. Et on peut même imaginer, moi je connais
dans ma ligue des gens qui ont 3, 4, 5 clubs. Oui, on en Parce a. que justement, en fonction de sa pratique, Mm. il va faire du C'est TSV pas plus tard, interdit, hein. et il adhère justement en fonction des différentes pratiques qu'il a. Rien ne s'y oppose. Et ouais, rien ne s'y oppose. Et donc, donc Et après, par contre, effectivement, un club peut refuser parce que justement, si ses statuts le prévoient, il ne souhaite pas de personnes qui viennent en, en second club, justement, qui ne viennent qu'adhérer à l'association et pas prendre de licence, donc ne pas tirer pour l'association, entre guillemets. Si c'est prévu dans les statuts et que c'est formulé correctement, qu'il n'y a pas Si voilà, si c'est simplement notifié qu'un accès second club peut-être serait voilà, simplement l'adhésion vu en fonction d'une décision du bureau, c'est voilà. suffisant. Le bureau dit oui ou dit non. en fait, c'est de la soupe interne, hein. Ouais, c'est Désolé pour l'expression, mais Oui, c'est ça. je connais des clubs, moi, qui limitent le nombre de second clubs qui adhèrent Aussi, chez eux. par exemple. Aussi. Voilà, pour des raisons qu'ils regardent, mais Voilà. c'est inscrit et ils l'appliquent. Est-ce que dans la salle, il y a des précisions sur lesquelles on doit revenir, des choses auxquelles on peut profiter? Tant qu'on a la présence aussi de deux élus fédéraux, ça peut être l'occasion. Dans le chat, pareil, je vous fais une dernière relance si vous avez des questions. Alors, il y en a une que je vais grouper. On nous demande si les bénévoles peuvent déclarer les frais de déplacement dans le cadre des impôts, donc j'imagine dans le cadre des dons aux associations, des fiscalisations. Il me semble que c'est faisable. Oui, pour moi, oui. À hauteur de 66%. Oui, C'est ça. normalement, Oui, on leur fait exact. faire, nous, on leur fait faire une fiche annuelle, Ça, donc qui marque, hein. formulaire. Ils doivent Et récupérer, puis, voilà, on atteste. C'est ça. ils doivent le conserver en cas de contrôle. Et en fonction de Étant donné l'association, qu'on est reconnu ouais, d'utilité publique. c'est ça. Et c'est le CERFA, j'ai plus le numéro Oui, en tête. Oui, c'est un Voilà. CERFA, je sais plus C'est combien. un certain spécifique, donc c'est soit ils font les 66%, soit ils peuvent demander le paiement de leur indemnité à la sauce. Et dans la C'est le choix. comptabilité, donc il y a un jeu d'écriture où dans lequel ils doivent remplir un document en disant qu'ils renoncent au défraiement et C'est qu'ils ça. en font don à l'association. C'est ça, Oui, tout à fait. tout à fait. On nous demande s'il y a un montant fixé pour les indemnités kilométriques. C'est en fonction C'est la de- totale liberté Ouais. de l'association. Et enfin, la dernière question sur laquelle on va conclure. Alors, on nous dit ceci. Les statuts de la fédération ne donnent pas la possibilité de voter à distance lors des AG, seulement de donner des pouvoirs. Serait-il possible à l'avenir de faire évoluer les statuts afin de pouvoir faire des AG en visioconférence? Ah, Donc là, effectivement, le standard type fait que c'est du présentiel présentiel. avec une possibilité de pouvoir Ou pas. ou pas. Mais on peut peut-être ouvrir la question au fait qu'une association étant libre aussi de modeler ses statuts en fonction de son fonctionnement, il est peut-être possible pour une association, au sein de ses statuts, de préciser que dans son fonctionnement, il est possible pour elle d'accepter un vote à distance. Mais ça demande au préalable d'avoir aussi Faut voir si un contrôle du vote et Ah, d'avoir. avec si c'est l'a fait loi en Lorraine. 1901 ou 1908, il faut voir si c'est possible. C'est peut-être une question qu'on peut réfléchir, enfin, qui va peut-être être, on garde sur le coup Alors, de. Alors, là aussi, nous avons rédigé les futurs statuts qu'on ne qualifiera plus de type. Mais on n'a pas retenu, enfin, en tout cas, Non, parce qu'on au niveau des clubs, on n'a pas retenu cette notion ou alors c'est possible qu'on ait évoqué la possibilité d'assemblée générale en visioconférence si les circonstances Oui, l'imposent. L'impose. On a pensé au Covid. et Voilà. post-Covid, voilà. Et post-Covid, on s'est dit, ouais, on retombe sur un truc comme ça, et on a eu toutes sortes de questionnements au moment du Covid, puisque en plus ça tombait 2020, année élective, et on a eu toutes sortes je sais que chez moi, dans ma ligue, j'ai à peu près tout eu, sur les tenues d'assemblée générale, les faits que et je crois que ça, dans les statuts sur lesquels nous avons travaillé, Franck et moi, on a prévu, et spécifiquement dans le cas où une circonstance l'impose, et pas que ce soit pas un choix délibéré, parce que du coup, si on laisse ça, on va se dire, on se dit qu'il y a des clubs, il n'y aura plus d'assemblée générale en présentiel, ils vont tout faire en visio, et c'est beaucoup plus simple. Ouais. Voilà. Bon. Donc, Parce qu'il faut pas négliger que le vote par visioconférence
impose voilà, des règles Aussi, précises des règles de, précises, hein, strictes. d'identification des Ah oui. personnes, voilà, de sécurité voilà, des votes. Et donc voilà, On est souvent obligé de prendre un prestataire. c'est ça. C'est ça. Ouais, faut partir du principe, une AG par an, les gens doivent se déplacer, quoi. À un moment. On a fait un bon balayage sur cette question-là. Je vous propose qu'on s'arrête là. Ok. Donc, je vais vous remercier pour l'intervention. Merci à vous toutes et tous de vous être déplacés ou d'avoir suivi la réunion en visio. Les